Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors je t'appelle Sylvain, mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres noms? On m'appelle plutôt Sylvano quand je suis en mode chanteur sur mon personnage. Il s'appelle Sylvano Joe, parce que je voulais rajouter un petit truc en l'air comme ça. Mais Sylvano, les gens m'appellent Sylvano quand on parle aux chanteurs, comédiens. Ok, donc tu as deux identités en une? Un peu. Ouais, il y a Sylvain qui héberge Sylvano. D'accord. Qui parle à travers Sylvano, qui dit plein de choses à travers Sylvano. Exactement. Quand j'ai su ce que tu faisais, je me suis dit que ça serait hyper intéressant de t'interviewer parce que c'est vraiment pas commun. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de découvrir aussi un univers. Bon, alors je te laisse commencer par ce que tu veux nous dire spontanément, donc sur ton activité, ton métier, ta profession. Voilà. Donc moi actuellement maintenant depuis 8-9 ans, donc je suis comédien-chanteur sous le pseudonyme de Sylvano Joe. Et même j'ai ajouté sur internet Sylvano Joe Cabaret, parce que finalement je me suis vraiment spécialisé en cabaret, la chanson française. Donc parce que j'ai commencé à chanter il y a une quinzaine d'années, un peu plus, enfin chanter sérieusement, je veux dire, toujours chanter, mais j'étais danseur, après j'ai fait du théâtre, et après du chant finalement, mais du chant dans un mode théâtre. Ok, donc alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu proposes comme spectacle? Donc on va commencer par ça. Moi, c'est les spectacles à base de chansons françaises, de répertoire, parce que je n'écris pas de chansons originales. D'accord. Je prends des chansons. Tu l'as jamais fait? Non. D'accord. Non, je l'ai jamais fait. Bon. Non. Et je m'aperçois qu'il y a tellement de chansons incroyables. Moi, j'ai pioché dans toutes les époques. C'est bien les très vieilles que ça peut être des récentes, entre les deux, partout. Donc, il y a tellement de choses qui sont formidables, qui sont variées du coup, qui sont très bien écrites, qui sont drôles, émouvantes, enfin, qui ont tout ce qu'il faut. Connues, pas connues, ça dépend. J'aime bien prendre les deux. Qu'en fait, on peut s'exprimer à travers ça, mais c'est incroyable. Il y a tout. Tu remontes à combien de Les plus anciennes, c'est fin 19e. Ok. Ouais. Tu as des noms à nous donner? Par exemple, ça peut être Yvette Guilbert, qui est vraiment un peu la mère de la chanson française, telle qu'on peut l'avoir connue au XXe siècle. Vraiment... Elle a vraiment un prénom emblématique de l'époque. Hein. Oui, c'est vrai. Comment Yvette... s'imagine la chanson française? Exactement, Yvette Guilbert, elle est connue parce qu'elle est sur les tableaux de Toulouse-Lautrec. Elle était vraiment au divan du monde, enfin c'était divan japonais à l'époque, de Pigalle, du Moulin Rouge. Elle a commencé au Moulin Rouge, à l'ouverture du Moulin Rouge. Donc c'est vraiment l'époque fin 19e, les grandes heures de Pigalle de l'époque. D'accord. Mais Yvette, elle a duré très longtemps. Par contre, elle a fait plein de choses différentes. Et c'est vraiment elle qui a, pas forcément inventé, mais qui a vraiment porté la chanson dans un axe assez moderne pour l'époque. Oui. Le parler-chanter, par exemple, parce qu'elle était aussi comédienne. Et donc, elle chantait mais avec un piano. Et elle écrivait aussi, des fois on lui écrivait pour elle. Et elle racontait tout ce qui se passait autour d'elle, en fait. D'accord. Donc c'était vraiment un concept génial, avec beaucoup d'ironie aussi sur ses contemporains. Ok. Et c'est très chouette, hein. On peut l'écouter Yvette, parce qu'il y a des enregistrements d'Yvette. Hein. Oui, parce que j'allais dire, au niveau des documents, de la documentation de l'époque, comme elle a duré, elle a enregistré sur les rouleaux, elle a même fait des vinyles aussi après. Oui, incroyable, elle a duré très longtemps. Donc c'est un joyau, Yvette Guilbert. Et pour les auteurs les plus récents? Après les plus récents, ça peut être... par exemple, j'aime beaucoup aller chercher chez une chanteuse auteure contemporaine, on va dire, qui existe aujourd'hui et qui chante encore aujourd'hui, etc. Tout ça, qui s'appelle Clarica, par exemple, une chanteuse française. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, Clarica, C-L-A-R-I-K-A. Il faut vraiment l'écouter, Clarica, parce que c'est magnifique. C'est très varié aussi. C'est très pop, très chanson, c'est un mélange de tout. Clarica s'interdit rien, aucun style, elle peut faire d'un truc rock, fait de tout. Donc tu continues vraiment de découvrir des choses. Oui, bien sûr. Des fois, un tube, je peux prendre des fois, je prends des morceaux aussi, ça dépend des spectacles. Hein. Et des fois, je coupe des bouts, tu fais des medleys? Ouais, je fais des medleys, tout à fait. Donc alors, tu nous dis que tu es parti, tu as commencé la chanson, le chant assez tard. Ouais, assez tard. Et comment c'est possible? Parce que en fait, quand j'étais enfant, moi j'aimais chanter, tout ça, c'était un peu mon univers. Mais avec justement la radio, moi je suis de l'époque de la radio, la télé un peu. Alors tu es de quelle époque? Moi j'ai grandi dans les années 70. Ok. Donc c'est vraiment les grandes heures des Carpentiers le samedi soir et de... Ah, il y a une chanson de Benabar qui en parle, des Carpentiers. C'est vrai, oui. Parce que Benabar, il était un peu plus jeune que moi, mais pas forcément beaucoup. Et puis il aime bien raconter des choses aussi avec ses chansons, Benabar.
Et donc, moi, j'écoutais la radio, le hit parade, choses comme ça, quoi. Et pas, évidemment, pas de streaming, puis c'était les vinyles. Tu vivais où? Moi, j'habitais à Reims. Ok. Donc en province, vraiment en province, chez Province à l'époque. Hein. On est à combien de kilomètres Oh, pas loin de Paris, 150, mais à l'époque c'était non, bah, jamais je suis venu à Paris de ma vie. Ouais. Donc non, on était vraiment paumés dans notre famille, dans notre truc où voilà, on n'avait pas d'ouverture comme on peut avoir aujourd'hui, même à travers Internet et tout ça quand même. On a beau dire, il y a beaucoup de défauts d'Internet, mais aussi beaucoup de qualité sur l'ouverture quand même sur les choses. Bon, on n'avait rien. Donc moi, c'était la petite lucarne, la radio, les 45 tours qu'on se prêtait aussi un peu, qu'on achetait, qu'on avait un peu de sous. C'est un peu ça que j'ai encore maintenant avec le côté insulaire. Un peu, tout à fait. Et grâce à Internet, sinon on tourne en rond, mais moi c'était ça. Bon, à la fois c'est pas négatif non plus, parce qu'on est dans son univers aussi. Mais après, c'est vrai que c'est assez limité. Et donc, moi, j'aimais chanter ça. J'aimais danser aussi. J'ai des copines, on dansait, des chorégraphies, Claude François, tout ça. Tu prenais des cours ou pas du tout? Pas du tout. Quand j'étais enfant, pas du tout. C'était pas du tout dans notre style de la famille d'aller on te faisait faire du cours sport de piano ou de machin. J'aurais adoré. Hein. J'ai eu de la chance, moi, c'est vrai que j'ai eu ça. Et oui, voilà. Bon, après, j'ai appris très tard que ma mère a fait le piano quand elle était jeune et tout. Mais je ne savais pas, spécial. Moi, j'avais un orgue à la maison et je jouais tout sur mon truc. Je ça vers 10 ans. Et à l'époque, il y avait des partitions qui sortaient tous les mois sur le hit parade. Donc moi, je faisais les chansons de hit parade avec mon doigt comme ça au piano, mais sans connaître rien au solfège, rien du tout. Donc c'était mon univers. Et puis après adolescent, j'ai voulu devenir danseur. Ok. Parce que c'est ce qui. Bon, j'aimais tout, j'aimais le jeu, le théâtre, tout, mais j'avais pas tellement d'ouverture sur pas grand chose, mais j'avais envie de danser parce que j'aimais danser. Et, danseur classique? Non, j'étais en jazz au départ, moi, parce que c'était un peu mon univers. C'était l'univers des danses que je voyais à la télé. Puis par rapport aux musiques aussi. Oui. Aux musiques actuelles de l'époque. Donc le jazz, c'était parfait pour moi. Mais après, comme dans l'école où je suis allé, j'avais 15 ans, j'étais déjà ado. Hein. Il y avait aussi du classique. Après, l'année d'après, j'ai fait du classique. Alors, donc tu étais scolarisé de façon classique. Complètement. Mais tu allais en plus dans une école. Le soir, j'allais au cours de danse. Au week-end, je faisais des stages, tout ça. Après, j'ai découvert le contemporain quand j'avais 16 ans. J'étais voir un spectacle pour la première fois de danse contemporaine. J'ai adoré. Après, j'ai tout mangé après. Voilà. Et bon, j'aimais tout, mais j'ai fait danseur. Ok, donc là, tu as 15 ans. Tu commences à prendre les cours. Voilà. Et tu te dis, j'aimerais en faire mon métier. Pas tout de suite. Je ne m'autorise pas ça tout de suite. Parce que moi, j'étais plutôt bon élève. Donc moi, j'étais plutôt destiné à faire une carrière académique. Et puis, plutôt scientifique ou... Non, plutôt littéraire quand même. Littéraire. Hein. Quand même littéraire, pas du tout scientifique. Non, j'ai quand même artiste, donc plutôt littéraire. Très doué littéraire, j'aimais lire, j'écrivais un peu, mais plus des petits bouts de romans, choses comme ça, quand j'étais gamin. Donc j'aimais écrire, j'aimais lire, et puis j'avais un feeling pour le littéraire complètement, c'était mon monde. Non, maths et tout ça, je comprenais rien, ça ne m'intéressait pas. J'étais hermétique. Pareil. Mais bon, bref, voilà. Moi, ça n'a jamais changé, donc je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, puis comme nous, nos parents, ils s'occupaient pas trop, j'avais 2 frères, ils s'occupaient pas trop de ce qu'on faisait à l'école ni rien. On n'était pas, du coup, dirigés dans quelque chose de spécial. Donc, on faisait notre feeling en fait. Tu es de quelle origine socio-professionnelle? Enfin, tes parents, ta famille? Prolo, quoi. Enfin, prolo plus, pas prolo moins, mais enfin prolo quand même. Enfin, ok. Vraiment, voilà, pas type Édouard Louis? Non, quand même pas. Non, voilà, pas Édouard Louis, c'est prolo moins quand même. Hein. Ouais. Non, pas Édouard Louis, pas si rude que ça. Mais quand même basique, quoi. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas... Après, il n'y a pas non plus de misère sociale ou de violence sociale. Et tes frères avaient aussi cette sensibilité ou Non, justement, mes frères, ils étaient football avec mon père. C'était vraiment un truc typique, quoi. Okay. Mes 2 frères et mon père, c'était le foot. Mon père, il entraînait l'équipe de foot. Le mercredi, ils allaient au foot. Le samedi, ils allaient au foot. Le dimanche, c'était les tournois. J'ai pas connu ça, moi. Pas du tout. Après, c'était les matchs à la télé. On se battait. Moi, je regardais Carpentier, vous voulez regarder le foot. Alors, j'étais dans ma chambre, j'allais pleurer. Ah bon. Parce que tu gagnais pas à la fin. Je gagnais pas, parce que j'étais minoritaire. C'est ça, il y en avait 3 contre toi, quoi. Ouais. Ma mère, éventuellement, qui était plutôt avec moi, mais malheureusement, elle était minoritaire quand même. Ok. Donc, c'était ça un peu la famille. D'accord. Donc partant de là, tu continues la danse. Voilà, je continue et puis en effet, à un moment, je commence à faire des études, je passe le bac, tout ça, je commence à la fac.
ça va pas quoi. Je vois que j'ai un truc où je me suis aiguillé sur un rail où je ne veux pas aller. C'était quelle fac? Tellement pas. Fac de Reims, j'ai fait fac de langue. Ok. Parce que j'étais très doué pour les langues, c'était tellement facile pour moi. On va dire, j'avais pas grand chose à pas fournir beaucoup d'efforts, comme je faisais la danse tout le temps en fait. Ah, oui. Je faisais la danse le week-end, le soir, les vacances, tout le temps. Donc ça m'arrangeait très bien de faire une fac où j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Donc, Ah, c'est drôle, j'ai eu les mêmes langues. Ouais, trop bien. Allemand, anglais et espagnol. c'est comme moi. Ouais. Exactement Et moi, j'ai pareil. vraiment fait ça par défaut aussi, parce que je ne savais pas quoi faire. Ouais, J'étais voilà. littéraire. Et j'ai appris après, Pour nous, j'étais c'était un bien. peu dégoûtée que dans d'autres lycées, il y avait musique. Il y avait danse, il y avait théâtre. oui. Mais comme moi, c'était un lycée scientifique, ils ne proposaient pas ça. Ah, ok. Donc j'ai fait des langues, histoire de faire un truc, quoi. C'est Bref. ça le problème. À l'époque, on n'est pas orienté, on est seul. Moi, j'étais seul. Je voulais, mais j'étais seul, je ne connaissais rien. Tu Je ne sais naviguais pas ce à qu'était un vue. conservatoire, par exemple. Ouais. Je ne connais même pas le mot. Ok. Alors, et même le lieu, on ne sait pas. C'est tragique. Moi, j'aurais adoré le conservatoire, faire musique, danse. C'est clair. Moi, j'aurais adoré. Je faisais mon clavier, j'aurais aimé faire du piano. Pour ça, quand j'ai appris, j'avais peut-être 45 ans, ma mère avait été au conservatoire, faire des C'est cours de fou, piano, ça. des concours et tout. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'en a jamais parlé avant. Jamais. Ok. Donc, mes grands-parents allaient à la chorale, par exemple, à l'église et tout Ouais. ça. Mais bon, mais j'étais timide aussi. Hein. Je n'ai pas demandé non plus. Hein. Donc tu es passé de timide bon. à... Ouais. Oui, mais les artistes sont souvent timides. Hein. On prend le spectacle pour s'exprimer. Parce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer dans la vie. C'est Non, ça. je suis moins timide qu'avant, c'est clair. Mais enfant, j'étais timide. Puis on n'osait pas demander non plus parce que comme on sait qu'on n'avait pas d'argent, donc je Ouais. pense qu'on ne demande pas parce qu'on se dit que ça va être non. Ouais. Donc Ouais. en fait, on ne ment pas. On se ferme. On a tort, mais c'est comme ça. Et comme il n'y a jamais un parent qui dit ah tiens, au fait, j'ai remarqué que ça avait un or si tu faisais ça. Mais comme ça, c'est jamais venu, voilà, c'est comme ça. Ok. Donc j'ai fait ça. Puis après, c'était danse. Puis après, j'ai commencé à. Voilà, j'ai fait une école supérieure de danse et tout ça. Et puis Donc l'école supérieure, tu es entré à quel moment? à Angers. Donc c'était après ma licence. Donc c'était là, tu as tard. déménagé pour la première fois. Non, parce que j'étais passé un an en Angleterre quand même. Ok. Avant. C'est là où j'ai quitté Reims pour la première fois. Et À 20 ans, je quittais Reims, je suis en Angleterre faire un an assistant. Et c'est bien parce que là-bas, il y avait plein de danse contemporaine. ouais. Donc j'étais à Manchester et c'était chouette parce que j'ai Ça fait. bougeait à Manchester? Ouais, ça bougeait Ok. bien. Ça bougeait bien. Eh, il y a un club de Et- foot. Oh, une fois, c'est bon. La deux. Non, mais pour rassurer ton père et tes frères, tu vois. Ah ouais. Non, mais je suis allé une fois, mais c'est vraiment pas mon truc. Mais non, mais par rapport à Reims, il y avait pas mal. J'avais trouvé des trucs contemporains qui étaient très très bien, qui m'ont vraiment donné beaucoup de très bonnes bases. Excellentes bases, j'étais très content, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et en Angleterre aussi. J'ai Ok. vraiment eu du bol. Je suis parti d'un truc qui s'appelait. Ils avaient à l'époque, je sais pas si ça existe toujours, ils avaient des youth groups, qu'ils appelaient. C'est des Ouais. groupes de jeunes, subventionnés, des groupes comme ça de jeunes. Ils avaient pour le théâtre et pour la danse. Ok. Et moi j'étais en Manchester Youth Dance Theatre. Et on était quoi, une douzaine quoi. Ok. Et on faisait des spectacles et tout. Et il y avait des rencontres dans tout le pays et tout. C'était très chouette. Donc J'ai eu de la chance. Et tu as pu aller à Londres un peu pendant ton séjour? Ouais, un peu, mais pas trop. J'ai dû aller quelques fois, c'est tout. Et ça t'a plu au niveau culturel Ah ouais, moi j'adorais l'Angleterre. J'ai un feeling parce que j'adore l'anglais, j'adore la culture anglaise. Non, mais il y a des endroits, tu sais pas pourquoi, mais tu t'y sens. bah oui. Moi je voulais rester parce Chez qu'après, toi, quoi. à la fin de mon année à Manchester, j'ai commencé à déménager à Londres et je voulais rester là-bas parce que j'étais rattrapé par le service militaire. J'avais oublié Bah ça. oui, parce qu'il y avait ça à l'époque. Mais oui. Et moi à l'époque, je m'étais fait, il y avait le recensement, ce qui s'appelait quand on avait, je sais plus, 18 ans ou 16 ans, je me rappelle plus. D'accord. Quel âge je fais recenser. Et après on peut reculer quand on est étudiant. Donc j'avais fait ça. Et après je m'en étais plus occupé. J'ai oublié un peu. Et mais bon voilà. Et tu avais pas trop envie d'y Comme aller? mes parents étaient séparés, c'est mon père que je m'étais recensé à l'époque où mes parents étaient chez mon père. Et l'adresse de mon père, donc il a reçu la convocation. Il a reçu la convocation pour le service militaire, pour ce qu'on appelait 3 jours la sélection. Ouais. Il m'a pas transmis parce que mon père c'est quelqu'un qui était complètement largué. Donc moi je l'ai même pas su. Ben, quand on Ils n'est sont pas venus te chercher. Ben si, au bout du compte. Mais quand on a la convocation, bon, on répond pas, on est. Déserteur. Ce qui s'appelle. Ah, non, pas encore. On est apte d'office. Ok. Pas de sélection, vous êtes apte. Vous n'êtes pas venu, vous êtes apte. Apte d'office, je l'ai pas su non plus. Vous êtes du coup incorporé quelque part. Ils vous mettent quelque part. D'accord. Et bien là, vous ne présentez pas. Et là, oui, vous n'êtes pas des acteurs encore, mais insoumis.
ça s'appelle. J'aime bien. Si vous n'êtes pas présenté. Voilà. Donc j'étais insoumis. Déserteur, celui qui s'en va une fois qu'il est soldat. T'étais insoumis, mais tu ne le savais pas. Voilà, je ne savais pas. Donc à un moment, je l'ai su quand même parce que par ma mère, ils ont réussi à... Bref, ma mère me l'a dit. Donc je suis revenu et c'était fini mon aventure anglaise en fait. J'ai tout rapatrié à Reims. Et là, tu es allé à l'armée? Et j'y suis allé, mais je me suis débrouillé du coup pour me faire réformer. C'est avec des questions de santé en général. La réformer, c'est une fois qu'on est incorporé, qu'on est soldat. Ouais. Parce que mes frères s'étaient fait exempter à l'époque. Exempter, c'est pendant la sélection. Soit on fait un peu le bordel, soit on s'arrange pour faire comprendre qu'on n'a pas trop envie. Et en général, ils sont assez cool avec ça et ils vous exemptent. Surtout sur la fin, je pense voilà, qu'ils ils sont étaient exemptés. cool, S'ils n'ont pas besoin de gens, ils ont exempté du service. Ouais. Mes frères n'ont pas fait le service militaire. D'accord. Mais moi, comme j'ai pas fait la sélection, j'ai pas pu me faire exempter. Moi, je pouvais me faire réformer. Ou alors, je continuais à être soldat pendant 1 an. Et je me suis réformé au bout de quelques jours. Les pieds plats? J'ai eu de la chance. Non, j'ai mis le paquet quand même. Parce que, du genre? Moi, j'ai mis le paquet à vraiment en faire beaucoup de cinéma, beaucoup de... Non, mais sérieux, ça m'a un peu affecté quand même parce que bon... ouais, parce que là, tu pouvais avoir un... Ouais, c'était qui tout double. Okay. Non, c'était qui tout double. Parce qu'ils auraient très bien pu me mater. Un. Mais bon. Ils t'ont laissé partir. Au bout du compte, ils m'ont réformé. Ils ont accepté de me réformer. Tu devais pas faire le malin, hein? Non, j'ai pas fait le malin. En rentrant, j'ai pas fait le malin. Là-bas, je m'en rendais pas trop compte, mais au bout du compte, je suis rentré. Après, j'ai quand même compris que ça aurait pu être un peu... Ouais. Pas chouette. Ouais. Mais bon, j'étais content, j'étais réformé, j'avais gagné mon truc, j'étais débarrassé. Ok. Et c'est là que j'étais fait à l'école à Angers. Supérieure après 2 ans à Angers. Ouais. Et tu as dû être sélectionné, il y avait un concours? Grosse sélection, un gros concours comme c'est une école publique. Ouais. À l'époque, c'était la seule école publique de contemporain. Donc voilà, les gens qui voulaient faire contemporain, ils faisaient cette école. C'était vraiment en là France, où fallait aller. C'était la seule. C'était la seule. Maintenant, il y a beaucoup de formations partout, mais à l'époque, si vous voulez être pris en charge, il n'y avait que ça. Donc je l'ai fait, je suis venu à Paris, ça a duré 4 jours, parce que c'était... Voilà, premier jour, je suis resté, deuxième jour, je suis resté, et je suis resté 4 jours. Il y avait tous les candidats? Enfin, il y avait des candidats dans tous ouais, les coins? Le premier jour, je ne sais plus combien, hein, c'est vraiment une Tu centaine. vois tous tes rivaux? Bah ouais. Et puis finalement, voilà, ils sélectionnaient 18 personnes, garçons, filles, et voilà. J'ai eu de la chance. Et c'était quoi? Il fallait faire une prestation, une chorégraphie? Là, c'était audition classique. Je ne connaissais pas les auditions à l'époque, mais je me suis aperçu que c'était une mode d'audition classique. Hein. Vous défilez, vous montrez des trucs, il faut les refaire. Voilà, ils vous sélectionnent comme ça. Oui, non, oui, non, oui, non. Puis, et après, un peu des ateliers, un peu plus des impros, ça dépend. Soit technique, soit impro, les deux. Quoi. D'accord, et que danse? Oui, que danse. D'accord. Ouais, donc danse, c'est un peu contemporaine. Par moment, c'est un peu plus libre. Mais c'était quand même que danse. Quoi. Ouais. Bah, oui. Alors là, tu as 22? Voilà, là, j'ai commencé à rentrer, j'ai 23, même 23. Carrément. Ouais. Et je sors à 25. Et à 25, après, je commence à travailler en danse. D'accord. Ouais. Alors, tu as travaillé où? J'ai eu de la chance parce que finalement, c'est la chance, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai travaillé surtout dans les compagnies de danse-théâtre, en fait. Parce que c'est ce qui me plaisait. Même si je sais que bosser ma technique, le classique, le truc, le contemporain, le Cunningham, les trucs de danse abstraite et tout. Mais moi, c'était pas mon truc. La danse abstraite ou la danse classique, c'était pas mon truc au fond. Ah ouais, t'avais vraiment ciblé... moi j'avais fait du théâtre, moi, c'était mon truc. Donc en fait, j'ai bossé que dans la danse-théâtre quasiment. Plein de compagnies de danse-théâtre. Alors qui consiste en quoi exactement? Ça consistait à créer des pièces. Ouais. Et mettons, ils réunissent un groupe dans la compagnie, on est un petit groupe dans la compagnie, et on crée des pièces. Il y a un directeur quand même qui fait un projet. Mais après, les danseurs quand même co-créent dans ce genre de compagnie. Et on fait des résidences, en général, mettons 1 mois, 2 mois en résidence, dans un théâtre en général. On commence en studio, après en théâtre, dans un théâtre, et après on crée le spectacle. Alors donne-moi une idée un peu de la trame que ça peut être ce genre de spectacle. Il n'y a pas vraiment de règles, parce que chaque compagnie avait un peu son identité, mais c'est des univers assez visuels en général, parce qu'en général il n'y a pas de paroles, mais des fois il peut y avoir des paroles. Ah oui, c'était ma question. Ouais des fois il y a des paroles un peu, assez peu, mais ça peut arriver. Ouais. J'ai eu des compagnies où il y avait des paroles, des textes, un petit bout. Et puis après, c'est construit comme ça. Que les danseurs, les danseurs peuvent... Ok, il n'y a pas des acteurs à côté qui font que du théâtre. Non. D'accord. Non, on est vraiment comédien, acteur, danseur, comédien-danseur, on va dire. Et on a des costumes, c'est assez... Génial. On change de costume, on raconte des trucs, des fois il y a de l'humour, des fois pas, mais c'est un peu comme ça, très théâtral en fait, c'est la danse-théâtre.
Et tu dis donc par des compagnies, comment ça se passait? Tu allais te démarcher ou... Souvent, c'est des auditions en fait. À Paris alors? Ouais, là, Paris. Là, tu t'es installé à Paris? Je m'installe à Paris, je monte à Paris. Ouais. Je prends mon appart à Paris avec une copine danseuse et puis que j'avais connue en Angleterre d'ailleurs. Tu avais déjà 7 ans de retard sur à 18 ans. Ouais, c'est clair. Ouais, sur Aznavour. Grave. Ah ouais, j'étais déjà grand. Hein. À la fois, moi comme j'étais un petit peu dès l'adolescence un petit peu en retard physiquement, ça passait. Ouais. J'en avais plus jeune que mon âge, donc Okay. Je faisais plus gamin, même quand j'étais un peu ado, j'étais un peu limite. Donc, Et c'était pas trop intimidant au début parce que tu te dis, faut que ça... Non, ça va, t'étais insouciant. Ouais, je pense que je suis plus insouciant en fait. Ouais, Ouais, ok. j'étais un peu insouciant. Et tu avais déjà des amis ici? J'étais content, non, je connaissais partais personne de à zéro? Paris, donc Ouais. je partais de zéro. Donc on se crée comme ça son petit réseau. Après la danse c'est un petit milieu en fait. Je m'en suis aperçu quand même, la danse c'est un petit milieu. Donc on commence à faire rentrer dans une compagnie ou des fois on fait des projets. Je fais quelques télés aussi au début pour essayer un peu des trucs, ça me plaisait bien. On fait beaucoup de cours de danse, tous les matins on trouve un cours de danse. Donc on rencontre des danseurs, voilà, on se fait des amis comme ça. Ok. Et tu vivais où plus précisément? Moi c'est drôle parce que mon premier appart c'est le quartier où j'habite maintenant. Ok. C'était Kedjemap, juste de l'autre côté du canal où je suis maintenant. Et entre-temps, C'est tu as drôle, déménagé combien de fois? Ouais, après, je suis parti au Halles, donc une fois, et après au Square du Temple, donc 2 fois. Et après, je suis arrivé où je suis actuellement, parce qu'à peu près à 30 ans, je me suis dit que fallait que je commence peut-être à penser à acheter un appart en fait. Ok. Parce que le marché était très bas à l'époque, j'ai eu de la chance, c'était vraiment le creux du creux du creux. Donc je me suis dit, oh là là, si je pouvais acheter un appart, ça serait bien de sécuriser quelque chose parce que bon, je savais qu'une vie d'artiste, c'est pas génial. Et j'ai pris l'exemple sur mes parents aussi qui n'avaient rien, donc je me suis dit, c'est pas top. Ouais, puis du coup, ça a marché. J'ai pu acheter où j'habite actuellement. D'accord. Dingue, hein? Ok. Ouais. Je veux pas savoir le prix parce que ça va me dévaster, je pense. Ouais, non, mais à l'époque, c'était pas cher. Aujourd'hui, c'est très cher. Ouais. Donc, après, j'ai tout refait, tout ça. Ça a été long, mais. Ah oui, quand tu as acheté, c'était. Ah oui, quand j'ai refait, c'était un atelier. Ouais, c'est un ancien atelier. Ouais, un atelier il faisait de la pellisserie, de la peau. Ah oui, d'accord. Il traitait la peau pour les fourrures. Et l'odeur n'était pas restée? Non, parce que c'était plus en activité, donc bon. Ouais. Enfin, je pense à la tannerie. Oui, parce que c'est un peu ça, parce qu'il y avait le canal derrière, donc historiquement, il tannait dans le canal. Mais oui. Les peaux. Donc, je suis sûre que dans Zola, il y a des passages qui décrivent ça. C'est possible, ouais. Donc là, non, mais ils avaient arrêté déjà, la femme était veuve et voilà, et c'était plus en activité. Donc, mais c'était ça jusqu'à, j'étais le premier après l'atelier quand même. D'accord. Ouais. Donc les 5 premières années à Paris, tu travailles à droite à gauche pour des Ouais, compagnies. voilà, j'ai une compagnie, je change de compagnie tous les 2-3 ans ou presque. Comment elle s'appelait? Ça se chevauche un peu. Il y a la compagnie Castafiore, la première, très drôle, très influencée bande dessinée à l'époque et tout. D'accord. Très fun, avec des bandes son très travaillées, les premières bandes son un peu très montage, etc. C'était un peu nouveau à l'époque, bon après, c'était plus banal, mais... Donc c'est assez théâtral, assez visuel, comme des petits sketchs, un peu comme ça. D'accord. Ouais. C'était ça, on s'éclatait bien, c'était chouette. J'ai plusieurs créations avec eux. Après, je suis allé dans une compagnie qui s'appelait Maggie Marin, qui était plus connue. Ok. Qui était un peu une espèce d'idole que j'avais déjà quand j'étais à Reims, quand j'avais les premiers spectacles de danse contemporaine, tout ça. Là, c'est pure danse-théâtre. Ça me plaisait beaucoup. Mais moi, je suis pas resté longtemps. Je suis resté 1 an. J'ai fait deux créations, on va dire, qui sont devenues une seule après par la suite. Donc, et puis après, je suis entré dans une autre compagnie qui était géniale aussi, qui s'appelait compagnie Beau Geste, qui était en Normandie par contre. Ouais. Parce que Maggie, à l'époque, elle était encore à Créteil, au centre chorégraphique, donc Paris, on va dire. Beau Geste était en Normandie, donc on allait beaucoup en résidence là-bas. Et après, on tournait dans toute la France, on allait dans d'autres théâtres aussi, même pour des résidences. Et pareil, c'est très danse-théâtre aussi. Enfin, c'est vraiment... Voilà, après notre compagnie Camargo aussi, complètement danse-théâtre aussi. On a bossé avec des gens de hip-hop. C'est un mix hip-hop contemporain, donc c'était assez chouette aussi. Des petites revues comme ça, très visuelles aussi, très musicales. Les spectacles duraient combien de temps? Les spectacles en général, ils font 1h30 à peu près. Ouais. Ouais, ça durait standard. Et ils sont joués dans des salles modulables, enfin. Voilà, nous on jouait beaucoup plutôt dans les centres culturels en fait. D'accord. C'est ce qu'on peut appeler secteur subventionné. Maintenant, c'est devenu un peu. On a eu 1000 mots de scène nationale, par exemple.
voilà, les théâtres subventionnés, on va dire. Et une semaine type, tu jouais plusieurs fois, enfin... En général, on jouait, par exemple, on faisait la création, on avait des dates où on l'avait créé. Après, il y avait souvent des coproducteurs d'autres théâtres, donc on allait jouer aussi dans les autres endroits, mais c'était dispersé un peu. Et puis après, ça dépendait, soit il était vendu, on pouvait, suivant comment le spectacle était vendu dans d'autres endroits. Et puis on faisait aussi beaucoup, souvent dans ces compagnies, ça dépend des compagnies, mais quand même, il y a toujours un volant aussi sur l'action culturelle. Parce que comme on est dans des théâtres en résidence, même quand on faisait la diffusion, même quand on jouait, on faisait aussi des actions sur le public. Donc soit il y avait des répétitions publiques, il y avait des rencontres, il y avait des actions, ça pouvait être dans les écoles de danse, dans les écoles, même dans les collèges. C'est hyper varié. Même en maternelle des fois, maternelle, primaire, ils doivent collège, être, lycée. Ça m'étonne pas. Ils faisaient tout ça aussi. Puis les gamins, c'est des éponges à cet âge. Ouais, c'est chouette. Du coup, ils venaient voir le spectacle, soit on travaillait en amont avec eux, soit après le spectacle, ça dépendait, il y avait plein de formes différentes. On faisait toujours ça pour accompagner les spectacles. Ça faisait aussi... c'est un peu un package. C'est partie des missions de la compagnie aussi. C'est partie des missions... comme c'est les compagnies subventionnées, ils ont aussi un cahier des charges qui est assez large. Subventionné, on est d'accord que ça veut dire qu'il y a des aides de l'État. Il y a des aides soit de l'État, pas que de l'État, soit de l'État, soit de la ville où est le théâtre, soit de la région, soit du département, soit du... Voilà. Qui veut développer l'offre culturelle. Voilà, exactement. Il y a des fonds de soutien à la création, des fonds de soutien à la diffusion, des fonds de soutien. Donc il y a toujours un cahier des charges. Ce qui est bien, c'est que si par exemple tu as un groupe de musique, c'est tellement banal, avec des guillemets, d'avoir un groupe de musique, que ça doit être plus difficile de trouver des subventions parce qu'il y a 15 000 personnes en lice. Là, on est quand même dans sur un le théâtre, il y avait moins. Un peu plus spécifique. Oui, puis nous, c'était des spectacles quand même tout public, donc qui pouvaient quand même souvent être vus, pas tous, mais par du tout public, que par des enfants. Ça pouvait passer aussi. Donc, et physiquement, c'était pas difficile? Bon, moi j'étais jeune, ça allait. Ouais, et puis quand tu fais ta passion... moi j'étais en forme, j'étais quand même... Pas de problème de genou. Des fois on a un petit problème à droite à gauche, ça m'arrive de temps en temps, on a un petit problème. On se fait une petite élongation quelque part, sur un adducteur, sur un disque jambier. Et si tu peux pas danser? Des fois on a une tendinite, au tendon d'Achille, mais jamais eu de gros traumatisme. Après je opère sur les ménisques, parce que moi à force les ménisques ils s'usent. Alors on fait coupe un petit bout de ménisque. Voilà. Bon. Mais et vous aviez des remplaçants? Après, j'ai jamais eu gros traumatisme. Nous, on n'a pas de remplaçant, donc. Il faut danser, quoi. Ouais, en général, il faut danser. J'ai pas spectacle, j'ai pas de souvenir d'annulation. Une fois, j'ai même eu, je me rappelle, une hépatite. C'était pas une traumatologie, mais j'ai eu l'hépatite A. C'est violent, ça. Ça dépend. Des fois, c'est pas violent, mais moi, je l'ai eu violente. Donc moi, j'ai été jaune. Et j'ai été mou comme tout, vraiment. Et tu as dansé quand même? Et j'ai dansé quand même parce qu'on avait les tournées avec les beaux gestes et j'ai dansé quand même. Et quand j'y repense, mais t'étais costaud quand même. Mais on n'a jamais annulé. Je n'ai pas de souvenir d'annulation vraiment. Bon, après, des fois, après, on peut éventuellement se remplacer à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire. Les gens ne connaissant pas le spectacle, bon, tu peux te dire. À un moment, on coupe un petit bout, il y a un danseur, on reprend un duo, on prend un truc, un trio devient un duo, un quatuor devient. Enfin bon, ça peut arriver aussi, des trucs comme ça. On a dû souvent des fois se débrouiller. Tu as vu le film Billy Elliot? Ouais. Il est génial, hein. J'ai vu le spectacle aussi. Ah, je savais pas. D'accord. C'est d'après une comédie musicale. Je sais plus quel est l'ordre. Non, je crois que c'est le film et la comédie musicale après, ce qui est rare, mais là c'est ça. Et la comédie musicale est belle, il y a bien aussi. Mais je me souviens quand je l'ai vu, j'adore danser, mais je me disais, quand on arrive à la fin du film, on ne peut qu'avoir envie de danser. Parce qu'il ne marche pas, il danse tout le temps en fait. Il explique bien le gamin d'ailleurs. Steven Daldry. C'est en lui, Steven Daldry, c'est exact. C'est ce qui le fait bouger en lui, quoi. Non, mais la danse, c'est formidable pour plein de points de vue. Moi, ça m'a permis sûrement de m'exprimer d'une certaine façon, la danse. Et je pense que j'étais pas capable de m'exprimer autrement. Tu dis que tu étais timide? Ouais, j'étais timide. Je pense que les mots, c'était pas possible pour moi quand j'étais adolescent. À ce point-là? Je pense. Ah ouais. Je le dis avec le recul, hein. Je le dis avec l'analyse et tout ça. Hein. Mais j'ai compris après pourquoi j'avais fait que danseur, par exemple. Et pas chanteur. Alors, gamin, j'adorais chanter, ou comédien. Je me disais aussi, je me suis dit comme une fois, quand j'étais ado, que je me suis dit si c'était mon métier ou pas. Peut-être, je me suis dit que peut-être ça pouvait être un métier. Je me suis dit finalement, danseur, c'est peut-être pas mal parce que tu
trouveras peut-être plus facilement du métier en tant que danseur que comédien. Je me suis peut-être dit ça aussi en me disant, danseur, homme, on sait qu'à moi, partout où j'allais à Reims, j'étais toujours sur le garçon. Ah, c'est ça. Donc, Mais oui. je me disais aussi que j'avais plus mes chances. Et ce qui est vrai, c'est vérifié. Quand on fait une audition, par exemple, audition, ils cherchent garçon-fille. Audition pour garçon et audition fille. Audition fille, il y a 500 filles. C'est ça. Et il y en a plein de magnifiques. Garçon, il y en a moins. Ouais, la Donc, concurrence je me est moins disais, il y rude. a moins de concurrence. Donc ça, j'avais peut-être conscience de ça aussi quand j'ai compris que c'était un métier. Parce qu'enfant, je ne savais pas que c'était un métier, par exemple. Moi, quand j'étais enfant, avec mes petites copines d'époque, mes petites sœurs, entre guillemets, pas mes sœurs, mais j'ai toujours avec 2 petites jumelles qui étaient un peu mes sœurs, on appelait mes petites sœurs. Nous, on n'avait pas à l'époque, on était fans de Grease. C'est quand Grease est sorti. Donc nous, on allait voir Grease au cinéma, mais il n'y avait pas de vidéo, on ne pouvait pas le voir chez soi, mais on allait le voir au cinéma. Tu l'as vu plusieurs Nous, on fois? l'a vu 13 fois. On se passait le disque tout le temps, ma mère était folle. Mais puis on faisait les chorégraphies comme on pouvait chez nous. On faisait Ils les sont numéros. exceptionnels. Hein. Bah ouais. Bon, alors on essayait au cinéma de mémoriser les trucs. Mais je ne savais pas quand je voyais ces gens dans Grease qui dansaient, par exemple, je ne savais pas que c'est un métier, par exemple. C'est ça. J'étais trop jeune, trop inconscient, j'avais pas la culture pour savoir ce qu'était une comédie musicale. Et que ces gens, ça, c'était pas tout clair dans ma tête. Ouais. Alors que si j'avais su, oui, j'aurais dit, maman, je veux faire ça. Est-ce qu'il y a des écoles? Aujourd'hui, il y a plein d'écoles. Comédie musicale, c'est génial. Nous, à l'époque, c'était qu'on voyait à la télé en série, c'était The Kids from Fame. Ok. Donc là, on voyait, on commençait, mais j'étais un peu plus vieux, plus ado. Et on voyait en effet que les gamins, les ados, ils étaient à l'école de danse et de chant et de théâtre. Parce que c'était Broadway. Donc, on commençait à se dire, ah oui, d'accord. Mais là, c'est que déjà quand j'ai commencé à danser, là. D'accord. Donc, voilà. Et donc, tu me dis, donc de 25 à 30 ans, tu vis ici, tu Ouais, vis même dans... encore 30, j'ai dansé jusqu'à 40 ans. Hein. D'accord. Et est-ce que tu as rajouté des cordes à ton arc Ben, donc, pas petit à tout de petit, suite. Non. Au début, c'est danse. Après, j'ai un peu arrêté les compagnies. J'ai bossé pas mal à l'Opéra de Paris, parce qu'ils auditionnaient des gens aussi en intermittent, l'opéra, pour les opéras, pour le lyrique. Parce qu'ils ont séparé le lyrique du ballet. Il y avait la compagnie de l'opéra, le ballet de l'Opéra de Paris, 150 danseurs. Oui. Et puis, il y a les opéras, le lyrique, où il y a des fois des danseurs dedans. Et comme ils ne veulent pas prendre les danseurs du ballet pour les mettre sur l'opéra, parce que ça détruit trop la compagnie, après les gens ils sont trop dans tous les sens. Donc ils gardent le ballet pour les ballets, et pour l'opéra, les opéras, ils prennent des danseurs intermittents. D'accord. Donc j'ai commencé à faire des auditions là, et j'ai commencé à être pris pour des opéras. Donc c'était chouette parce que c'est quand même un monde, pareil, c'est quand même un monde quoi, donc c'est quand même magnifique, c'est gros spectacle, grosse maison. C'était ton objectif final ou tu t'étais... Non, pas du tout. Allais... C'est pas un objectif, c'était une façon aussi pour moi de rester sur Paris. Parce que c'était pas gagné. De me recentrer sur Paris. Non, de me recentrer. Non, j'habitais toujours à Paris, mais avec les compagnies, on bougeait tout le temps. D'accord. Donc je me suis rendu compte à un moment que j'avais envie de me former aussi. J'avais quand même toujours, je pense, ce désir à moitié inconscient de me former quand même plus en théâtre et en chant, etc. Donc le fait d'être à l'opéra, d'être sur Paris, c'était bien pour moi parce que ça m'a fixé. Et ça, j'ai vachement aimé aussi. Parce que ça m'a recentré et petit à petit, j'ai pu du coup faire mes formations de comédie musicale, de cours particuliers de chant, de théâtre aussi. J'ai fait plusieurs années de cours de théâtre aussi. Et voilà. Donc tu gagnais de l'argent. Je fais solfège aussi pendant 3 ans. Je fais le cours de solfège tous les mardis soirs, admettons. Ah ouais. Le mercredi, j'allais au théâtre, etc. Quand j'avais pas de spectacle, les spectacles, je loupais. J'ai fait les chorales aussi. J'ai fait 3 chorales et tout ça. Donc voilà, tes jours, j'arrêtais pas. Hein. Des jours j'avais la chorale, j'arrêtais pas. Mais c'était bien parce que j'étais... C'était intense quoi. Voilà, puis j'étais là quoi, je m'occupais de moi. J'étais plus juste pour les compagnies, à me donner aux compagnies. Quoi. Et tu as ressenti l'urgence de te former d'abord dans quel volet? Qu'est-ce qui te manquait vraiment? Le premier c'était le chant. Le chant, ouais. Parce que moi j'ai eu un espèce de mini-choc. Je prenais mes cours de danse classique au centre du Marais, pas loin d'ici où on est actuellement. Qui est un peu au-dessus et tout autour du Café de la Gare. Il y a le Café de la Gare au rez-de-chaussée, mais tout le corps de bâtiment, c'est un gros hôtel particulier. Bon, il y a un restaurant au rez-de-chaussée, mais sinon, c'est que des cours de danse, de tout, de claquettes, de jazz, de classique et tout, de chant. Et moi, je prenais les cours classiques là. Le matin, comme ça, après, j'étais libre. J'allais à 8h30, j'avais le premier cours du matin.
Et t'étais discipliné, hein? Voilà, c'était le cours commençait à 9h30, mais moi j'allais de 9h30 à 11h, le premier cours de classique. Moi j'allais à 8h30, moi j'étais hyper discipliné. À 8h30, je me préparais bien, je me chauffais bien, je bossais et tout, il n'y avait personne dans le studio, c'était génial. Et après je fais le cours. Et un jour, au bout de plusieurs années quand même, je sors de mon cours à 11h là, il y a toujours il y a les gens qui sortent du cours, d'autres rentrent dans l'autre cours, et on se retrouve dans les couloirs, etc. Et le studio d'à côté, j'entends des gens en groupe qui chantent Grise. Tu l'avais pas réentendu depuis un moment? Ben non, déjà une, exactement. Ça m'a fait un choc parce que j'écoutais plus forcément Grise. Mais... Et j'entends cette chanson que je chantais avec mes petites sœurs là, We Go Together, là, qui est un peu le final du spectacle. Où il y a tout le monde, puis d'énergie de fou qu'on adorait. Qu'on était toujours avec mes petites sœurs et tout, qu'on faisait en Corée et tout. On adorait chanter ça. Ça fait une chanson fétiche. Et j'entends ça. Là, ça me fait un truc. Ouais. Je me dis, mais il y a des gens aujourd'hui là, qui chantent ça. Mais c'est qui, c'est quoi, quelle chance ils ont? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me renseigne, je m'aperçois qu'il y a des cours de comédie musicale au Centre Danse du Marais, tout simplement. Et qui font des stages à chaque vacances scolaires, Donc, en plus de l'école. Donc là, j'ai dit, c'est quand le prochain stage? Et là, je commençais à faire un stage, 2 stages, 3 stages. Et j'ai fait tous les stages pendant 2 ans. Ok. Ok. Tous les stages de comédie musicale. Alors, j'ai fait tout le répertoire Broadway en 2 ans. Ouais, j'allais dire des exemples. T'as chanté quoi? Là, tous les trucs de Broadway, Gris, Chicago, Cabaret, tous les classiques. L'adaptation en film de Chicago m'a vachement déçu. Ah, c'est différent, j'aime bien les deux. Ah ouais, j'ai vu la version à Broadway, justement, la version stage, qui est assez minimaliste en fait. Parce que le décor ne change pas, et tous les musiciens sur scène, les costumes, c'est minimaliste, noir, voilà. Mais c'est très dense, et Bob Fosse, donc c'est formidable. J'ai retrouvé le jazz aussi, que j'avais fait quand j'étais ado. C'est ça qui m'a ému aussi. Moi, j'étais vraiment barré dans le contemporain et tout, dans ce théâtre contemporain. Et là, j'ai retrouvé ce feeling aussi que quand j'étais ado, que j'ai commencé à danser. Donc j'ai adoré ça aussi, je me reconnectais aussi à quelque chose en moi que j'avais complètement mis de côté. Tu as fait Cats? Oui, on a fait Cats aussi, oui, bien sûr. Ouais, ben oui, forcément. Ouais. Les chansons de Cats, elles sont belles. Hein. Elles sont incroyables. J'adore pas le spectacle, mais les chansons sont géniales, c'est des poèmes. Mais je me suis renseignée assez récemment sur la narration de la comédie musicale. En fait, c'est complètement barjo, hein. Ah oui. Cats, c'est perché en réalité, hein. Ah, c'est les poèmes de T.S. Eliot, donc c'est très surréaliste. Si, on a fait Starmania une fois, qui est formidable, parce que Starmania, c'était mon époque aussi, donc c'était chouette. Mais il n'y a pas beaucoup de choses en français, vraiment. On a fait un petit moment, c'était quoi? Mais j'ai moins aimé le 10 commandements, tout ça, j'ai aimé moins genre de style. Comédie française musicale, plus actuelle, je sais pas trop ma came. Mais voilà, donc puis après je prenais des cours particuliers, puis là j'ai fait les cours de théâtre. Enfin, et pour prendre tous ces cours particuliers, t'étais bien payé en tant que danseur? En fait, je me débrouillais pas trop mal parce que je restais intermittent, j'ai pas mal d'argent là-dedans. Et puis nous, on a droit aussi, quand on a suffisamment de cachets, on peut renouveler des droits à formation aussi, comme tout salarié d'ailleurs. Ouais. Donc moi, je cumule les droits à formation que j'ai injectés un peu dans mes trucs. Alors je mettais une part, il faut mettre une part aussi, mais globalement, je m'en tirais pas trop mal pour arriver à peu près à financer. D'accord. Et tu gardais la motivation? Ah ouais, bah ouais, parce que ça me plaisait. Bah, ça me développait, quoi. Ça m'ouvrait sur autre chose, quoi. Puis quelque chose qui était vraiment en moi, en fait. Voilà. Et alors, au niveau du chant, tu as fait donc des stages, tu as pris des cours particuliers? Voilà, j'ai pris plein de cours particuliers aussi. Parce que la fois dans les formations, dans le stage, il y en avait. Mais parfois, moi, j'en ai pris aussi en individuel hors stage. Parce que bon, c'est un peu obligé, quoi. J'ai découvert un endroit génial aussi qui s'appelait Harmonique, qui est un endroit à Paris et qui est un endroit de coaching d'artistes, qui n'est pas dans la comédie musicale du tout, mais qui est dans l'artiste au sens très large. Il peut y avoir de tout comme type d'artiste. Des artistes souvent déjà en activité, quoi. C'est pas forcément des jeunes, forcément. C'est des gens qui viennent ils viennent chercher un recentrage, viennent chercher à faire un point sur leur motivation, sur leur. J'ai un bilan de compétences aussi avec eux. Ah ouais. C'est vachement bien à faire. Ouais. Ouais, c'est super à faire un bilan de compétences. On fait un point. Un point sur ce qu'on est, où on veut aller. On ne sait pas tout de suite. Moi, je ne savais pas où je voulais aller. Sylvano, c'est venu encore à l'aboutissement de tout ça. Donc là, c'était toujours Sylvain à ce stade? Ouais, c'est Sylvain, voilà. Après, j'ai fait pas mal, j'allais chanter dans les piano-bars, des trucs comme ça, dans tous les open micro. J'ai découvert le monde des open micro. Vous ne connaissez pas. À Paris, il y en a plein. De quoi il s'agit? Et ben, vous allez tous les soirs, vous faites un. Bon, maintenant, il y a Internet, il n'y a pas trop Internet à l'époque, mais
après, ça se sait comme ça. Il y a les open micro, il y a des bars où il y a un pianiste qui est là. Ouais. Et qui en général est assez doué, on va dire, qui connaît beaucoup de répertoire ou capable de déchiffrer à vue. Et les gens viennent chanter ce qu'ils veulent. Ça, c'est le principe de l'open micro. Open mic en américain. Donc, sur open micro, les gens viennent. Les gens chantent une chanson, 2 chansons, 3 chansons, ça dépend s'il y a beaucoup de monde ou pas. Et puis, comme ça, on se rencontre aussi entre chanteurs. On entend les autres, c'est génial aussi. On découvre des musiciens aussi, des pianistes et tout ça. Donc, j'ai beaucoup été en open micro. Et tu te souviens de la première que tu as chantée dans ce Premier cadre? open micro, je sais plus la première. J'ai dû chanter des chansons que j'ai fait en stage. Parce qu'à force des stages, je me faisais un petit répertoire. Alors, qu'est-ce que tu avais, par exemple, dans ton répertoire? J'avais des chansons donc, de Chicago, par exemple. C'est vraiment tout ce qu'on a fait, en fait. Donc, en anglais? En anglais, beaucoup, exactement. Ouais. Chicago, cabaret, tout ce truc-là, c'était tout le répertoire de Broadway, en fait. Ok. Ouais. Et tu avais de Cats déjà... aussi, de plein de trucs. Enfin, il y a des VF aussi. Hein. De temps en temps, on peut avoir des VF qui étaient pas mal. En cabaret, il y a des très belles VF. Oui. Ouais. Oui. Donc j'aimais bien les VF de cabaret. C'est ça que j'aimais chanter essentiellement. Puis après, j'ai commencé à chercher des chansons que je faisais pas forcément, que j'avais pas forcément fait en stage. Les trucs chorus line, les trucs. Il y a plein de super chansons. Puis après, j'ai été dans le répertoire de jazz du coup, qui n'est pas la comédie musicale, mais le répertoire de jazz américain. J'ai vu Liza Minnelli qui avait fait un tribute tout Freddie Mercury qui était exceptionnel. Ouais. C'était un concert hommage et je me suis dit, elle avait encore une patate, mais de ma boule quoi. Mais là, sort un film là sur sa vie. Ah ouais, ok. Il faudra que je le voie alors. Alors, faut le voir. Ouais. Ça va être exceptionnel. Ouais. Et j'avais Liza, pas percuté à quel point elle était, parce que je la connaissais que dans Cabaret. Ce film, ça va être folie. J'ai vu des extraits là sur son Instagram et tout. Ok, il sort quand? Mais il est sorti aux États-Unis. D'accord, donc c'est imminent. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ici. Je sais Maintenant, pas il y a un peu de décalage. Mais ok. Faut voir ce truc. Donc chanter tout ça, c'était génial. Puis après, j'ai élargi au jazz. Comme on a un peu de micro, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du jazz. Des gens font de la comédie musicale, mais des gens font du jazz. Même des fois, on font de la chanson, on font des brassins. Moi, j'étais voir un peu aussi de ce côté-là, la chanson française et le grand classique. Mais tu t'y connaissais déjà, vu que tu venais pas vraiment. Moi, je ne connaissais que moi, je ne connaissais que la variété, moi. Ou après, je pourrais connaître ce que j'avais écouté de moi-même plus tard, les Barbara, les Brel, les classiques, la belle chanson française, on va dire. Ça, je connaissais ça parce que j'écoutais ça, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de Gréco, de tous ces gens. Voilà, des gens que je suis allé voir en concert aussi. Oui, c'était vieux, mais j'ai quand même vu. Donc c'était génial. Non, j'adorais ça. Donc après, j'ai commencé à chanter des trucs qui n'étaient pas forcément ce que j'avais fait en stage, bien sûr. J'ai commencé à prendre mon autonomie. Mais le déclic, j'ai commencé à traîner il y a une dizaine d'années dans un cabaret qui s'appelait Madame Arthur. Madame Arthur, c'est un vieux cabaret de 1945. C'est le premier cabaret travesti de Paris. Encore ouvert? Oui, encore ouvert. Mais aujourd'hui, il est très moderne. Il est toujours au même endroit. Il est à rue des Martyrs, à Pigalle. Là, à côté du Divan du Monde où avait chanté Yvette Guilbert. Donc là, on boucle la boucle, vraiment. Hein. Et tu dis maintenant, c'est devenu. Ils ont changé la déco, c'est devenu ultra moderne? Ils n'ont pas forcément changé la déco, parce que la déco est restée. Ils ont rénové, mais dans le jus. Donc c'est très bien rénové, c'est très beau. Ils ont aussi intégré, ils ont fait un passage avec le Divan du Monde, qui est une plus grande scène, mais qui reste pas une scène immense, mais plus comme une scène théâtre, entre guillemets. Voilà. Donc ils font des plus gros spectacles sur le divan et les petites scènes de Madame Arthur. Ok. Même si tout est un peu Madame Arthur maintenant, au niveau de la direction artistique. Mais bref, je traîne là-bas parce qu'ils venaient de changer la direction artistique, justement, un peu pour le booster un peu, le rendre plus moderne. Et avec une copine, on commence à traîner là-bas et tout. Et donc je vois un peu les spectacles de travesti, tout ça. Et en fait, j'adore. Et ça m'a C'est une découverte. En fait, non, parce qu'en fait, je me suis rappelé que quand j'avais 20 ans, quand j'étais un peu avant que je quitte Reims, pendant 1 an, j'allais tout le temps au spectacle travesti d'une boîte qui s'était montée à Reims. Avec et tu n'avais pas fait fait de Paris. J'ai jamais fait le rapprochement. C'est vrai que j'avais adoré ça et tout, sauf qu'à l'époque, c'était le travesti à l'ancienne, ils chantaient en playback. D'accord. Les travestis, à la base, ils font du playback. Mettons, ils font Mireille Mathieu, comme c'est Michou, quoi. Donc après, c'est vraiment ils font du Dalida, jeu de scène, de reconstitution. ils se griment, en je me rappelle, ils faisaient Donna Summer, un truc comme ça. Donc, ils faisaient la Liza Minnelli d'ailleurs aussi, à l'époque et tout, mais j'avais adoré ça, mais ça a duré qu'1 an. Après, ça a fermé, puis moi je suis parti de toute façon.
Ok. Mais j'avais ce souvenir, mais j'avais un peu oublié ça. Puis moi, ça m'avait jamais attiré d'être travesti en fait. C'est pas un truc qui me parlait forcément à l'époque. Qu'est-ce qui te... Est-ce que c'est un côté refoulement? Je ne sais pas. Pourtant, c'était très théâtral et tout. En fait, j'aurais adoré, mais je sais pas. Je me l'autorisais pas. Impressionnant aussi. Peut-être je me l'autorisais pas. C'est toujours pareil. Hein, quand on a 20 ans, c'est impressionnant aussi parce que c'est vraiment une transformation. C'est impressionnant, voilà. Dans le miroir. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, non, je pense qu'on t'autorise pas. On s'autorise pas. Enfin, moi, à l'époque, en tout cas, moi, je m'autorisais pas forcément tout de suite. Hein, du tout. Donc je vois ces trucs chez Madame Arthur et tout, en spectateur pendant 6 mois, on entraîne là-bas. Et puis à un moment, le gars là qui chapeautait un peu, un des artistes que j'avais déjà vu comme artiste, même avant Madame Arthur d'ailleurs, c'était un très bel artiste. Et il commence à me brancher, me dire écoute, pourquoi tu ferais pas une chanson ici et tout. Il savait que j'étais danseur. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, d'accord. Lui, je pensais plutôt côté danseur qui l'intéressait de voir comment un danseur va. Oui, et moi, pour moi, la danse, ça commençait déjà un peu derrière moi en fait. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le chant-théâtre en fait. Donc j'ai commencé à bosser des chansons. Ça s'est fait assez rapidement, mais quand même. J'ai commencé à faire des chansons un peu théâtre. Et là, par contre, eux, leur credo de Madame Arthur, c'était français. Ok. C'était leur identité artistique de faire que de la chanson française. Ou alors traduite. Vous pouvez prendre de la comédie musicale ou du ABBA ou du n'importe quoi, mais en français. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à me dire, si je chante français, je chantais quasiment rien en français moi. Et du coup ça m'a reconnecté, parce que moi j'ai grandi avec la chanson française en réalité. J'adore comme les pièces du puzzle s'agencent. Mais oui, en fait c'est un puzzle exactement. En fait ça m'a reconnecté à mon enfance, parce que moi enfant j'aimais quand un tour de chansons françaises. Bien avant que j'aille dans les chansons plus pop et tout ça, disco, tout ça, quand j'étais avec les jumelles et tout ça, Grise et compagnie. Donc en fait ça m'a reconnecté en fait tout simplement à mon enfance. À me dire, moi, si je chantais des trucs, qu'est-ce que j'aimerais chanter? Déjà, qu'est-ce qui m'irait vocalement, qu'est-ce que j'aimerais chanter? Et du coup, j'ai commencé à me dire, ça serait bien, et tester ça serait bien. Bon. Et tout ça, ça s'est fait petit à petit, mais un peu tout seul. Et au niveau de la voix, tu as quoi comme tessiture? En fait, à la base, c'est plutôt baryton Martin, comme on appelle. Le baryton, c'est la voix d'homme normale, qui est ni trop basse, ni trop haute. Mais Martin, c'est celui qui est quand même un peu plus haut. D'accord. Qui est capable d'avoir des voix de tête ou qui est capable de passer un peu chez le ténor. D'accord. Voilà. Mais après, je chantais des chansons plus ou moins ténor en variété ou en comédie musicale, sans aller péter les vraies notes de ténor en voix pleine. Ténor vraiment en voix pleine, mais il mixe beaucoup, mais bon, après c'est technique. Ok. Mais bon, je me suis jamais considéré comme un vrai ténor. En fait, je chante pas en ténor en réalité. Ma prof de chant me disait toujours, c'est bon, toi, t'es un ténor. Moi, je pétais vraiment jamais les notes de ténor, comme un ténor lyrique, par exemple. Non, c'est pas pour moi. Je m'aperçois que non, si j'essaie, je craque la note, ça va pas. Ou alors, je passe en voix de tête, je suis obligé de mixer, mais c'est pas la même chose. Donc moi, j'ai pris mes chansons, j'ai pris des chansons souvent de femmes, finalement, je me suis aperçu. Elles me parlaient plus. Il y avait plus d'interprétation à faire. Par exemple, il y a plus d'émotion. Ouais. Voilà. De l'émotion exprimée, quoi. Ouais, de l'émotion à exprimer, la façon dont c'est écrit. Donc ça s'est trouvé comme ça. Et j'ai trouvé des jolis courtes-valles qui étaient beaux pour les femmes. Voilà, la variété, c'est peut être Nicole Croisy, des trucs vraiment des trucs évidents, des trucs très, très classiques en fait. Et après, je vais chercher des trucs moins courants. Mais au début, je chantais des chansons pas forcément hyper recherchées. Mais voilà, j'ai commencé à me constituer ce petit répertoire. Et tu faisais des arrangements, du bricolage. Et du coup, là-bas, chez Madame Arthur, on était accompagné soit au piano, soit à l'accordéon. C'était les deux musiciens qu'il y avait, parce que le piano, il était là, puis il était sur place. L'accordéon, il venait. Donc moi, naturellement, j'ai fait comme ça. Okay. Et comme finalement, on avait des musiciens, c'était très pratique, parce que finalement, tu m'étonnes. De temps en temps, on peut changer la tonalité si on veut. Parce qu'une tonalité, elle est écrite pour quelqu'un, quelque part. Et après, moi, je ne suis pas comme quelqu'un, je suis un autre. Donc, tu peux pas, là, cette chanson de femme, si je fais la tonalité de la femme, ça va pas. Alors, je suis en voix de tête, c'est pas joli. Si je fais la voix pleine, je suis un octave en dessous, c'est quand même trop bas. C'est pas forcément terrible. Donc, si on faisait entre les deux, si on faisait une tierce au-dessus, au milieu, une quarte, et souvent, c'est comme ça, en fait, les chansons de femmes pour un homme. Après, ce que je chante dans la vraie tonalité, ça va être Gréco, par exemple. Régine. Je peux chanter exactement à leur hauteur, dans leur tonalité. Parce que c'est les femmes qui chantent bas. En fait. D'accord. Donc en fait, on se débrouille.
Ouais. Et moi, dans toutes les chansons que je fais maintenant, honnêtement, la moitié, c'est des tonalités qui ne sont pas les tonalités originales. D'accord. L'avantage d'avoir du live. Et c'était forcément, donc le pianiste, l'accordéoniste, c'était forcément live ou il t'est arrivé de… Non, c'était live tout le temps. Tout le Live, temps, tout le temps. Voilà. Ok, donc… Toujours live. D'accord. En fait, comme on open micro, en fait. L'open micro, on est en live, en fait. Donc ça, c'était bien. Et voilà. Puis après, j'ai commencé à… Comme j'ai commencé à faire quelques coupes en d'art, on va dire, bon, qui sont sûrement assez banales, mais quand même, ça ne m'a pas tellement plu. Parce que moi, finalement, moi, j'étais là pour me faire plaisir aussi. Moi, j'avais déjà été danseur, machin, tout ça. Enfin, bon. Donc, moi, comment ça se passait d'abord les spectacles, très concrètement? Là-bas, dans le cabaret, ce qui se passe, il fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, parce que je suis retourné voir il n'y a pas très longtemps et il fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'artistes, admettons en général, ça peut être 6 ou 7, 8, ça commence à faire beaucoup. Donc, et on construit en général ces 2 sets. Ouais. Comme un set de jazz par exemple, soit un entracte, voilà. Là-bas c'est construit comme ça, 2 sets d'environ 1 heure, et chaque artiste vient chanter une chanson, après c'est un autre, puis on revient chanter une deuxième ou une troisième, 3 mettons, et puis on fait 3 dans le set d'après. En général c'est pas plus. Et les gens viennent passer la soirée, les gens passent la soirée. En général, ils font ce qu'ils veulent, les gens ils rentrent, sortent comme ils veulent là-dedans. Oui, il faut que ce soit… C'est pas comme au théâtre, on est assis, machin. Bien sûr. Les gens ils sont assis debout, ils sont au bar, ils sont machin, les gens sur les tables devant. Non, les gens ils rentrent et sortent. Moi j'aime cabaret. Ça j'adore. J'adore parce que justement à la fois tu as… tu baignes dans une ambiance, mais il y a un côté aussi décomplexé où tu n'as pas… Voilà, c'est vivant. C'est vivant le cabaret normalement. Donc c'était quand on construisait un petit set, il y avait l'entracte, puis on changeait du coup, ce qui permet aussi de se changer comme on chante. Et après on a encore 3-4 avant qu'on revienne. Donc souvent on en profite pour se changer en fait, parce que c'est la variété, c'est sympa, on fait un personnage. J'ai commencé à construire des personnages. D'accord. Alors qui par exemple Mon premier personnage, c'était un peu le hasard, mais c'est l'été d'avant là que je chante au cabaret. Il m'avait branché sur le printemps à peu près, donc l'été j'ai commencé à réfléchir. Et il y a un peu des hasards, de coïncidences, ça fait un peu tout seul en fait. Mon premier costume vraiment, j'étais chez ma tante, la sœur de mon père. Et elle avait plein de choses dans son grenier, elle commence à vider son grenier. Je commence à me dire, tiens tu vas prendre ça, elle était veuve. Donc elle me propose par exemple le costume de mariage de mon oncle. Qui était très très mince mon oncle, j'entrais même pas dedans. Moi je suis pas gros, mais elle m'explique qu'elle rentrait la guerre d'Algérie. Quand il s'est marié, donc il était comme ça. Donc, moi, je rentrais pas dedans, j'ai pris quand même, j'ai fait élargir un peu. C'est une belle veste, un beau costume, donc je le prends. Je commence à prendre des chemises, des trucs. Et puis, je vois plié en 4 pulls, je sais pas trop. Je dis, ça, c'est quoi ça? On va dire, ça, c'est ma robe de grossesse. Parce qu'elle avait 2 enfants, mon cousin, ma cousine, 69 et 71. Donc, une robe années 60, coupée en triangle, orange. Génial. J'adore. Genre Swinging London. Exactement. Je l'ai dit, je peux l'essayer. J'étais presque gêné en fait. Parce que, tu te disais quoi? Parce que ma tante, elle a assez tradie. Donc, bon. Et j'ai osé en fait, à demander si je peux l'essayer. Elle m'allait comme un gant. Ah ouais. Au niveau de la carrure surtout. J'avais la même carrure, donc c'était important parce qu'elle aurait pu être trop petite pour moi. Elle m'allait de la carrure. Et comme c'était une robe de grossesse. Et là, on peut mettre 2 comme moi dedans, en fait. Donc, c'était très bien. Je rentrais dedans, il y avait un zip derrière, impeccable. Et puis, la largeur de hanche… Mais du coup, il n'y avait pas de hanche. Il n'y avait que la carrure d'épaule. Donc, j'étais tranquille. Excellent. Et pas de… Même au niveau des côtes, elle commençait à s'élargir déjà. Donc, j'étais peinard. C'est le premier personnage, c'était ça. Donc, tu es reparti avec? Je suis parti avec. Après, j'ai trouvé des chaussures orange, des bijoux orange. J'ai quand sortir la rue. J'ai mis une perruque un peu 60. Tout ça. C'était fait tout seul, ce personnage. Vraiment tout seul, incroyable. Tu fais combien de pointures au niveau des pieds? Moi, je fais 43. 42,5, donc là c'est compliqué. Ça commence à être chaussures de filles. C'est ça. Donc je vais dans les magasins qui font les grandes pointures. Et il n'y a pas grand chose. Mais cette année j'ai eu beaucoup de chance. Autant j'y vais maintenant, je trouve rien, je trouve ça moche et tout. Autant par là de chez moi, voir le Strasbourg, franchement on trouve tout quoi. Mais à l'époque j'ai trouvé toutes mes chaussures là-bas pour tous mes personnages. J'ai eu beaucoup de chance. D'accord. Et une année où il y avait des belles choses. Parce que là on est vraiment, on est à la limite quoi. Je trouve que c'est un peu moche maintenant, mais bon. J'ai du mal maintenant à trouver les choses. Après, il y a Internet maintenant, on peut chercher des trucs mais c'est compliqué sur Internet. Souvent, ça s'arrête au 41 pour les femmes. Alors maintenant, du coup, les drag queens, comme les drag queens, on peut trouver des trucs en grande taille. Mais
En tout cas, moi j'ai Ça beaucoup coûte de chance. super cher en avec eux. général. Bah là, c'était pas trop, ouais, c'était pas donné, hein, mais c'était On est raisonnable. sur une on va niche, dire. quoi. Oui, on est sur une niche. Mais c'était raisonnable. Je Ok. commençais à construire un personnage. J'ai retrouvé une vieille robe que j'avais achetée, mais genre 20 ans auparavant. Une espèce de vente. Ah mais attends, mais des fois on achète un Mais truc, c'est ça. je sais pas pourquoi. mais tu dis, Exactement. bon, je l'ai. Voilà. Et t'en J'ai dit, trouveras mais le j'ai visage cette plus tard, quoi. robe. Et je l'avais jamais mise, évidemment. Et en fait, elle était très belle. Très la one vintage, un peu transparente. Elle était comment Elle est bleu nuit, mais un peu transparente. Et je l'utilise encore aujourd'hui, parce qu'elle est magnifique. Tout le monde me dit cette robe, qu'est-ce qu'elle est belle. À la fois sexy, mais elle est élégante. Donc je commençais à se construire un personnage avec cette robe, mes personnages principaux. J'ai essayé de trouver une belle perruque brune qui était jolie. Je mets des belles chaussures rouges. Je commençais à construire un personnage plutôt de prostituée. Parce que c'est par rapport aux chansons. C'est les chansons qui m'ont dicté souvent. Ok. Là, c'est vrai que c'est la robe orange, mais souvent c'est les chansons. Les chansons, on rentre dans un univers d'un personnage, souvent c'est je dans la chanson, pas toujours, des fois ça peut être troisième personne, mais souvent c'est je. Donc moi je vais parler quand même voilà, en tant qu'un personnage. Donc, moi, Et ça va être une chanson, tu t'en imbibes et puis tu vois des choses où tu... moi, j'ai envie de la défendre, de parler le mieux possible, de rendre le mieux possible la chanson. De l'incarner, je me suis rendu compte. Ok. J'avais pas envie moi de faire un tour de chant. J'ai commencé à faire ça au début. J'étais en un joli petit costume, un machin, une petite bretelle, une petite casquette. Et tout. Je faisais des chansons françaises comme ça. Mais honnêtement, c'est sympa. Mais déjà, c'était pas original. Oui, Moi, je vrai me que, dis, si je fais quelque chose il y en a. à mon Il y en a âge, beaucoup. bon, j'ai envie de faire un truc original, parce que c'est pas un truc que tout le monde fait. Ok, c'est sympa, mais bon, ça va pas casser trois pattes à un canard, quoi. Déjà vu. Voilà, déjà vu, même si c'est chouette. Mais bon, je pouvais le faire à ma façon, mais quand même. Moi, je chantais du Maurice Chevalier, c'est sympa, hein. Franchement, j'ai aimé aussi. Hein. Bon. Mais après, je me dis non, moi, je veux incarner les personnages et rendre ces chansons le plus finement possible, le plus dans le vrai. Après, on peut être dans le vrai avec un costume noir. J'avais dans le vrai. Ouais. Moi, j'aimais le théâtre aussi, j'avais fait formation de théâtre, donc j'aime le théâtre aussi. Donc j'avais envie d'être théâtral. Donc voilà, j'ai construit mes personnages comme ça. Ce deuxième personnage. Après, j'ai voulu faire une grand-mère parce que j'avais cette vision depuis très longtemps. Quand à Reims, je faisais mes ateliers de théâtre, je faisais beaucoup d'ateliers d'expression corporelle, théâtre et tout, j'ai fait du masque aussi, etc. Ah, génial. Et moi, j'ai cette vision et moi, je ne l'avais jamais fait. On faisait des personnages et tout, et moi, j'ai jamais fait le personnage de la vieille dame. Et j'avais cette espèce de regret. Parce que moi, enfant, j'adorais mon arrière-grand-mère. C'était vraiment la plus proche de moi. Et d'ailleurs, quand je jouais mon orgue, là, pip, là, mes partitions avec des numéros, là, et la seule personne qui m'a jamais écouté, c'était mon arrière-grand-mère. Mes frères, ils ne savaient même pas, ma mère, elle ne savait même pas, mon père, enfin, personne ne savait. Et la seule qui était là le dimanche à la maison, qui me laissait, parce que mes frères partaient au foot, ma mère, elle travaillait, elle n'était jamais là. Bon. Et c'est mon arrière-grand-mère qui me disait, quand moi je faisais mes trucs, je m'arrêtais, après je faisais mes devoirs ou quoi, je faisais autre chose, j'écoutais la radio et tout. Mon arrière-grand-mère me disait toujours, elle était en bas parce qu'elle était vieille, elle ne pouvait pas monter, mais elle disait continue et tout. Donc je pense que j'avais ce truc par rapport à la vieille dame, et j'ai eu envie d'incarner une vieille dame. Super difficile. Ouais, mais pas tant que ça. Moi, pas tant que ça finalement. Non, ça s'est fait un peu. Parce que quand les choses elles sont là, comme c'était très ancien dans ma tête et dans mon désir, même dans ma vision, cette vieille dame elle est venue toute seule. J'ai fait un costume de gros. Voilà, j'avais déjà vu des ateliers de théâtre où les gens faisaient des gros. Donc je savais, même en compagnie avec Castafiore, il y en a un, il faisait un gros. Moi, j'ai jamais fait le gros. Il y en a une, elle faisait une grosse et une faisait un gros. Une faisait une concierge et tout. Donc je voyais bien, c'est très simple. On prend une blouse, on la rembourre, on met un truc. Après, on met une perruque avec des bigoudis, des trucs tout bêtes, on met des chaussons. C'est caricatural, on s'en fout. Ah, mais c'est dans le théâtre. les éléments, ouais. Des petites lunettes rondes, des petits gants, des petits trucs, un petit foulard, un petit gilet. Bon, ça, c'est pas si compliqué que ça en fait. Après, il faut l'incarner, que ça soit crédible. Mais ouais. Et tu disais donc que tu changeais de rôle, vous deviez vous. Voilà, au cabaret, on changeait de rôle comme ça. Mais ça veut dire aussi changer d'état d'esprit, passer de l'un à l'autre. Par rapport aux chansons. Ouais. On fait ce qu'on veut en fait. On est assez libre en fait. Donc à part de chanter en français, sur la durée, sur le set, sinon tu pouvais faire des propositions. Ouais, voilà, on proposait. Exactement. Ok. On proposait. Et qu'est-ce qui. Puis lui, il équilibrait, parce qu'il faut que le set soit quand même équilibré, quoi.
Donc il équilibrait, ça va être un tel, telle chanson, bon là, ça c'est trop lent, on peut pas le faire, on fera une autre fois, machin, voilà, à la fin un truc drôle, il y a trop de trucs drôles, il y a trop de trucs dramatiques, il y a trop de trucs, voilà. Il faut équilibrer les sets. Et il t'est arrivé d'improviser? Improviser, c'est-à-dire? Ben, pas du tout, enfin finalement, je sais pas. Ah non, on n'est jamais venu, non, il n'y en a jamais venu vraiment improviser, non, ça, c'est pas dans ce genre de... Non. Et c'est que c'est pas possible, ça s'est jamais trouvé, ou il n'y a pas eu l'occasion. Après, on pouvait, par exemple, le final, ça pouvait être un peu plus foutraque. Mais parce qu'au théâtre pur, il y a de la marge de manœuvre. Oui, bah moi je fais plein d'impro en théâtre, mais là, ce genre de set, non, parce que le truc, il est construit, donc il n'y a pas l'impro en tant que tel. Non. Et t'as jamais eu d'accident de problèmes au niveau costume, au niveau des entrées, des sorties? Souvent, le costume n'est pas droit et pas machin, on n'a pas eu le temps de le mettre bien, ça m'est arrivé plein de fois. Mais rien de tragique, bon, quoi. C'est comme ça, ça arrive les tout le temps. aléas Ah ouais, ça arrive tout le temps. direct. Des fois on oublie son texte, alors on repart sur un autre texte aussi, tout ça arrive. On se raccroche aux branches. Après on improvise entre. C'est-à-dire qu'entre, dans le cabaret, on parle aux gens, on prend un truc au bout, on saisit quelque chose. Ça, bien sûr, complètement. Ça, oui, l'impro, elle est là. Dans le cabaret, elle est là. Ouais, donc dans l'accueil des gens, dans le bagou, Moi, j'aime ça, parce que j'avais ce souvenir-là aussi à l'époque, quand j'avais 20 ans, dans le club où ils faisaient les travestis, ils déconnaient tout le temps entre les chansons. Il y avait presque autant de entre que de numéros, en fait. Ouais, c'était cette image que j'avais. Oui. Ok. Et après, même un petit peu, parce que ça commençait à se perdre, mais c'était encore un peu là, même à Paris, quand j'allais dans les boîtes de nuit, le samedi soir, même le samedi soir, il y avait encore un petit peu cette tradition à minuit, tout le monde s'assied sur la scène et c'est le spectacle. Ça existait encore un peu. Sans les boîtes de gaz, c'est toujours comme ça à la base. Toujours à minuit, ou j'ai minuit, mais hop, on s'assied tout le monde par terre et il y a le show. Ça dure 1 heure, mettons, et hop, et après on reprend la discothèque. C'était ça. Et moi, ça existait encore. Donc, j'ai ce souvenir encore des travestis qui tchatchent les gens, qui déconnent et tout ça. C'était pas encore les drag queens, il n'y avait pas les drag queens encore. Drag queen, c'est encore un autre monde. Ouais, c'est vraiment le travesti à l'ancienne. Irrévérencieux, oui, c'est autre chose. Surprenant. Là, c'est le cabaret tradit. C'est le cabaret Michou, c'est le cabaret. Une fois, je suis aussi en Espagne, à Sitges, à la grosse ville gay. Bon, moi, il y avait un club aussi, un bar. Et là, je me rappelle, c'était génial. Et il y avait. Pareil, à un moment, il y a les travestis, ils viennent déconner, quoi. Mais c'est les travestis à l'ancienne. Ils ont du poil au bras, ils sont maquillés comme n'importe comment. Mais on s'en fout, c'est le côté. C'est pas le côté drag queen avec les maquillages comme ça, c'est pas ça du tout. Tout repose sur des personnalités fortes, sur le des fun tempéraments. Sur le fun, sur se dire, mais. Pas se prendre au sérieux. Déconner, quoi. On est là pour s'éclater. Pour souffler. Pas forcément se prendre au sérieux. Voilà, et pour le côté sympa. C'est ça aussi. Convivial, chaleureux. Ouais, exactement. Ouais, la convivialité, le contact avec le public. Alors le public, justement, c'était des gens qui venaient, je suppose qu'il y avait des clients réguliers. Ouais, là chez Madame Arthur, le public, il commençait à être très branché, plutôt acquis. Et puis de temps en temps, il y avait des gens qui ne savaient pas trop où ils venaient, mais c'était quand même rare. Ouais. Après, ça peut donner un certain confort aussi, c'est dangereux. Ouais, bien sûr, ça peut l'être, parce qu'après, c'est une dérive. C'est pour ça, moi, après, je trouve une dérive un peu maintenant, justement, d'être trop dans la branchitude et dans la branchouille. Oui, mais c'est clair que c'est devenu... non, mais je suis d'accord. Et maintenant, et voilà, et en effet, pour moi, c'est pas ma cam. C'est plus ma cam, en fait. Parce que moi, je suis un truc... moi, j'ai plus ce respect des chansons. Moi, je suis à l'ancienne, et je m'en fous, je veux dire. Je m'en fous de brancher, pas brancher. C'est tellement pas mon souci. Moi, mon souci, c'est de prendre des chansons que j'ai bien choisies, de les respecter et de les donner le mieux possible. Pour moi, avant même mes personnages, c'est les chansons qui sont les rois, les reines. Qui va à travers toi, quoi. Pour moi, le plus important, c'est la chanson. Deuxième, c'est le personnage. Et après, c'est moi. Mais vraiment. Et souvent, c'est plutôt maintenant, c'est moi, le personnage et la chanson. Dans la massacre, c'est pas grave. Ce côté punk un peu, qui peut être sympa, côté punk, on a besoin de bousculer, bien sûr, on a besoin de temps en temps de les destroy. Mais quand c'est systématique, c'est une facilité aussi.
Parce que c'est pas propre, c'est pas travaillé, c'est pas fini, c'est moche, c'est à Tu peu rends pas près. forcément justice à la chanson, quoi. C'est à peu près, mais c'est une facilité aussi, l'à peu près. L'à peu près, quand il est pile sur le fil, c'est bien. Mais quand c'est le vrai à peu près, moi, j'ai envie de dire, les gars, revenez quand vous serez moins amateur. Mais non. Mais bon, c'est un style, c'est une esthétique qui n'est pas la mienne. Ok. Et souvent, ces cabarets-là, ils sont devenus ça maintenant. Mais c'est pas ma cam. Donc ouais, un public plutôt d'habitués. Oui, ou complètement. Mais ce qui veut dire aussi avec De une branchés, certaine on va exigence, quoi. Je sais pas, Non, parce pas que les forcément. branchés, finalement, c'est comme ce que je vivais en danse aussi. C'est pour revenir à la danse contemporaine, par exemple. Au Théâtre de la Ville. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai pris mon abonnement au Théâtre de la Ville, mon abonnement jeune, ma carte jeune au Théâtre de la Ville. J'allais voir tous les spectacles du Théâtre de la Ville. Toutes les compagnies du Théâtre de la Ville. Mais j'avais aucun recul critique. Je gobais tout ce que me proposait le Théâtre de la Ville. C'était Cunningham, j'adorais Cunningham. C'est Pina Bausch. Alors, heureusement, c'est sublime, j'adorais Pina Bausch. Ouais. C'était, je veux dire, mais quoi que ce soit, on gobait, on trouvait ça Ouais. génial, parce qu'on n'a pas de recul. Ça me fait quoi? Moi, ça m'émeut ou pas, ce truc? Les gens ne sont pas du tout là-dedans. Ils ne sont pas connectés à leurs émotions, en fait, du tout. Pas du tout. Et c'est un peu ça, le cabaret aujourd'hui. Ok. Le cabaret, je veux dire, punk, moderne. À partir du moment où ça dans tous les sens, c'est partout, là. Les gens aiment parce que c'est comme ça, parce que c'est cette esthétique-là qu'ils aiment. Alors moi je vais te dire, un spectacle qui m'a hyper déçue, c'était Maurice Béjart. Alors je vais peut-être dire un truc. Je sais pas, je sais pas. J'étais peut-être C'est une pas dans les esthétique. bonnes. Ça a vieilli Béjart aussi. Hein. J'ai trouvé ça assez froid. Elle a ouvert en fait. des portes. Ouais. Dans les années 70, surtout 60-70. Et après, il a fait une esthétique qui est devenue très néoclassique, qui peut être très belle, mais qui peut apparaître aujourd'hui peut-être un peu froide, en effet. Et un peu néoclassique. Bon après c'est une question de néoclassique. salle, hein. C'était dans une grande salle à Lyon. Voilà, bah oui, mais Béjart, c'est des grandes compagnies. Ouais. Béjart, une petite salle, ça n'existe pas. Donc Béjart, c'est forcément grande salle. Ouais, donc déjà je pense que ça Donc, correspond pas forcément à ce qui. Béjart, il fait des trucs dans les stades. Hein. Ouais. Il fait la 9e de Beethoven, là, ils sont 50, Ouais. c'est des gros spectacles. Après, il peut y avoir un duo. Ouais, bon, ok. Mais Béjart, c'est beau. Moi, au début, j'ai aimé Béjart, mais après, bon, oui, on se détache un peu de Béjart parce qu'on s'en lasse, c'est normal. Même s'il respect, parce que, voilà, c'est quand même, ça a été quelqu'un. C'est qui les grands noms de la danse que tu pourrais conseiller de suivre Aujourd'hui, honnêtement, Ouais. je suis un peu très déconnecté de la danse aujourd'hui. Ok. Après, mes dernières années que j'ai trouvé géniales, à part Pina Bausch bien sûr, ça a été William Forsythe. Mais ça date déjà. Le ballet de Francfort, William Forsythe, ça date déjà. C'est vraiment les années 90. Là, ça a été extraordinaire. Parce que lui, c'était le classique poussé à son extrême. C'est un langage très moderne. Alors, il parle d'émotion, lui. Hein. Moi, je suis plutôt dans l'émotion, mais j'ai aimé quand même Forsythe parce qu'il déconstruit tout, il reconstruit. Et c'est quand même un génie. Donc, on est face au génie, bah, quand même, on s'incline, hein, on en prend plein la vue et on en redemande. Il t'arrive Ce qui est- de voir des spectacles de danse ou plus du tout? Moi, j'ai plus trop de danse, en fait. Et quand j'en vois, honnêtement, ça me laisse un peu... Parce que je vois trop la construction, moi, quand je vois la danse. Je vois tout comment c'est fait, je vois tout le côté toc. Bien Enfin, sûr. Ouais. Je comprends quand je dis toc. Je vois le côté faux de la danse. Et même quand j'étais à l'opéra, on a encore plus. Quand à l'opéra, quand on est au milieu des danseurs, parce que moi ça m'est arrivé d'être aussi au milieu de danseurs classiques. Et on les voit qu'ils souffrent comme des bœufs. Hein. C'est très dur la danse classique, hein. Surtout les filles, hein. Les garçons aussi. Les filles sur les pointes, elles souffrent, elles font du bruit, bam 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 bam, bam, bam. C'est comme ça, on n'entend pas trop. Je veux dire, l'orchestre ça couvre un peu. Elles souffrent. Hein. Elles souffrent et elles soufflent. Le film Et de avec, la scène, de la ouais. salle, on voit pas. On voit le truc magique, léger. Du coup, tout est faux quelque part. Le film de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman montre bien ce Ah oui. côté. Ouais. Donc moi, la danse aujourd'hui, ça me laisse un peu... Je connais beaucoup de comédiens qui adorent voir la danse parce que ça leur nettoie le truc. Ils aiment parce que tout est possible en danse. On peut aller où on veut, on peut aller de dos, de face, on peut sauter en l'air, on peut sortir, on peut rentrer. Voilà, ils aiment ce côté foisonnement. Parce que moi, je trouve ça bien par rapport au théâtre. Mais à la fois, la danse, moi quand je vois la danse, je me dis ok, le mec il a fait une belle choré, mais ça pourrait durer 10 minutes de plus, 10 minutes de moins. Je veux dire, D'accord. c'est la danse au kilomètre, il y a des pas, il y a des grandes jambes partout, il y a des trucs incroyables, des trucs... c'est virtuose, mais honnêtement, je me fais chier en réalité. Ok.
Ouais, parce qu'à force de déconstruire pour toi, tu as Même travaillé, forcément tu as du déconstruire, mal mais à à… force de faire des pas, pour moi, ça ne me fait plus rien. Je pourrais avoir une pièce de théâtre. Parce que je sais où ils veulent aller. Ils veulent me passer une histoire avec des bons comédiens, enfin quand c'est bien. Et j'adore. Parce que ça va droit au but aussi. Sinon j'essaye avec Silvano de faire soit des choses dans mon atelier où les gens viennent et si j'ai assez d'argent, je fais un cachet. Si j'ai tout payé, une fois que j'ai tout payé, je fais un cachet. Ok. Voilà. Des fois je peux pas, j'ai pas assez de recettes. D'accord. Tout faire, payer les charges et tout, payer le cachet. Et soit je fais extérieur sur un truc privé, un mariage, un anniversaire. Ok. Ah ouais, une prestation fête, quoi. Voilà, presta, ouais. Génial. Ouais, mais ça je le fais. Je me déplace aussi. C'est plus compliqué parce que j'amène 4 mâles. Ouais, c'est ça. Et des fois, il faut amener tout. Des fois, il faut amener le piano, il faut amener tout des fois. Des fois, il y a un piano, ça va. Mais s'il n'y a pas, il faut amener tout. Le son, tout. Donc je suis régisseur aussi, moi. J'ai toutes les casquettes. C'est ça. Donc je suis le costumier, le régisseur, le chanteur. Je conduis la bagnole, je fais tout. T'as pas de roadies un peu musclés? Bah non, pas de roadies. Donc je fais ma com, enfin voilà, je dois tout faire. Mais voilà, j'essaie avec Silvano, mais c'est assez dur quand même, parce que c'est just. Et alors par exemple, quand tu fais à la maison, comment ça se passe? Donc tu transformes l'appartement en salle? Je suis obligé parce que c'est trop petit. Donc pour ça j'aimerais trouver un lieu plus grand, je suis en train de chercher un lieu plus grand, mais comme je transforme la partie atelier en scène, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que je mets vraiment un décor, je mets des petites lumières. Ça reste très artisanal, c'est ça que j'aime. Mais j'essaie quand même de faire un truc joli. Je fais ma coulisse, tout ça. Je mets le piano, je mets un tabouret pour l'accordéon, un tabouret pour moi. Je fais des changements à vue des fois. J'ai aussi plein d'éléments qui sont posés là. Des changements derrière, des changements à vue, les deux. Je mets aussi des accessoires, j'ai des bijoux, des chaussures qui peuvent être posées là, une perruque que je vais à un moment prendre. Et puis j'ai le côté aussi, parce que moi, quand j'ai fait chez moi, je voulais aussi faire le côté, je reçois les gens. Ouais. Pas juste on vient, on voit le spectacle, on s'en va. Parce que j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant en tant qu'artiste. J'ai écumé un petit peu les commentaires que mettent les gens sur tes spectacles. C'est vraiment la plus-value. Oui, voilà, au-delà du spectacle, c'est 50% du truc. C'est la soirée. qui fait que le souvenir est c'est qu'il y a une rencontre. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a une rencontre, il y a un accueil, il y a un partage aussi entre les gens, pas qu'avec moi. Les gens aussi, ça fait un petit groupe de 10, 12, 15 maxi. Moi, ils sont contents entre eux, c'est sympa aussi. Et puis, on discute, on apprend à se connaître, les gens reviennent, après, on reste en contact aussi. Maintenant, avec les réseaux, c'est pratique aussi. Avant, il n'y avait pas, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, mais on retrouve exactement ce que tu décrivais tout à l'heure avec les travestis. Voilà, c'est ça. En fait. Moi, j'ai finalement, sans trop m'en rendre compte, j'ai semi-inconsciemment recréé quelque chose de chaleureux, voilà, l'accueil, je me suis aperçu que j'aimais accueillir aussi. Parce que là-bas, je ne me le suis pas dit. Je me dis, tiens, j'aime accueillir, donc je vais accueillir les gens. Je n'ai jamais dit ça de ma vie. Je n'ai jamais dit, je vais raconter des trucs de femmes, de machin. Le truc, tout s'est fait progressivement, petit à petit, un petit élément sur un autre, sur un autre, sur un autre. Et tout s'est construit comme ça. C'est moi qui l'ai construit et à la fois, je me suis laissé faire. C'est vraiment, j'ai été actif, mais guidé par on ne sait pas quoi. Quelque chose sûrement qui venait de l'intérieur, quelque chose qui venait de l'extérieur. Et pareil, pour le côté, j'adore recevoir les gens. En fait, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, avant, après. Il peut y avoir combien de personnes en même temps? On va dire… On va dire à domicile. Ouais. La moyenne, ça va être peut-être 10-12. Ouais. Et puis, ça peut aller à 15-18. Des fois, on est 20. 20, c'est déjà beaucoup. Tu as de quoi asseoir tout le monde? Oui, parce qu'après, je remets des chaises supplémentaires. Ouais. Comme je sais toujours le nombre de gens, quand même, il n'y a personne qui vient. Ça arrive, mais quelqu'un arrive à 2 au lieu d'1, ça peut arriver. Ouais. Mais en général, je sais le nombre. Aujourd'hui, on va être 12. Donc, je fais à manger pour 12 ou 13, parce que j'ai des musiciens. Bon, moi, on va dire que je fais à manger pour 15. Si je sais que c'est 18, je fais un peu plus, etc. Donc, je me débrouille pour calibrer. Mais voilà, donc je me suis pensé que j'aimais ça, quoi. En fait, c'est un plaisir pour moi. C'est vraiment une joie, un échange. Donc de l'accueil. Voilà, il faut accueillir les gens, discuter avec eux, les rencontres, on fait un apéro, on fait manger. Après, on fait un set de spectacle.
on va poser des questions éventuellement dans le track, je leur donne un programme et tout, je leur donne la playlist, tu vois, pour qu'il y ait quand même la richesse du truc. Je parle anglais entre les chansons quand c'est le public anglophone, bien sûr. Donc pour pas que ce soit perdu, parce que sinon c'est que du français. Et les gens, ils sont intimidés au début ou pas? Non, ça va? Non, les Américains ne sont pas trop intimidés. Ouais. Donc c'est principalement des Américains? Non, beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. Ok. On va dire donc, 75%. Et qui sont là en groupe ou? Bah les deux. Ouais. J'ai des fois des couples, des familles, des groupes, et j'ai une bonne partie quand même de solo travelers. Ah ouais. Ouais. Justement, parce que pour eux, c'est tellement sympa. Ils sont solo, donc ils sont toute la journée en solo. Ouais, c'est ça. Ils font Notre-Dame en solo, ils font machin en solo. Oui. Donc, ils ont envie à un moment de ne pas être en solo, mais d'être sécurisés. Ah ouais, ouais. Pas, oui, parce qu'à côté de ça, sortir… Maintenant, il y a beaucoup de solo travelers filles. Hein. Ouais. Beaucoup, c'est génial. Hein. Moi, je trouve ça génial. Hein. Elles sont là, elles ont 30 ans, elles sont toutes seules dans Paris. Tu organises les choses autrement. Il faut cadrer. Donc, elles savent qu'elles vont être là, ça va être cadré. Elles ne vont pas être emmerdées, elles ne vont pas être foutre un truc dans leur verre, enfin, je sais pas quoi. Donc, ça, et moi, j'ai beaucoup de solos aussi. Qui sont contents d'être pris dans un truc collectif. Ouais, c'est ça. Parce que ça leur manque. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est un mélange. Donc voilà, par contre, on fait l'entracte, on fait la deuxième partie de spectacle, un peu plus court, et puis on fait un after aussi. Après, on boit le champagne. J'ai vu, c'était l'anniversaire. Des fois, on fait des anniversaires, il y a toujours un anniversaire à un moment ou à un autre qui sort. Ouais. Donc, il y en a bien, c'est l'anniversaire de mariage, bon voilà, hop, on fait ça, on trinque. Des fois, les gens chantent aussi une chanson. Ok. Parce que les Américains chantent beaucoup. Donc, on va dire une fois sur 3 ou 4, il y a toujours un Américain qui a envie de chanter un truc. Alors, c'est possible, j'espère qu'ils me disent avant en général, mais des fois, ils me disent avant, donc je dis au pianiste qui prépare la chanson. Et puis, des fois, il ne me dit pas avant, donc on se débrouille pour, c'est trop bien. Que ça soit. Il a un nom, ton spectacle? Bah, en fait, il a le nom d'expérience quand c'est sur Airbnb. Que je sais même plus en anglais c'est quoi. C'est French Dinner and Artist. Je sais plus. Moi, je vais donner un nom français qui est un peu long, mais bon. Vas-y. Qui est la chanson française comme on vous ne l'a jamais racontée. Ok. Voilà. C'est un très beau titre. Parce que c'est ma façon de le raconter. Mais c'est un peu long comme titre. Mais j'ai pas trouvé titre court. Donc ça, c'est mon show qui est un peu classique, qui est quand même un tour de chant, on va dire. Même si oui, c'est ça. Je chante, j'interprète le mieux possible les chansons. Mais les chansons ne sont pas forcément théâtrales, ni théâtralisées. Alors, quand elle est dans l'émotion, je vais à fond dans l'émotion. Donc, c'est théâtral dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment… Je suis sur la corde sensible et je fais vibrer les gens. Les gens, des fois, ils pleurent et tout. C'est vraiment, ils me disent, ils sont cueillis, quoi. Et après, je fais des chansons un peu comiques, un peu moins, parce que je peux moins aller sur l'humour avec les anglophones. Mais quand même, un petit peu. Ouais, mais je trouve quand même des façons. Je trouve des façons de les faire rire aussi, parce qu'il faut varier aussi. Pareil, il faut varier les choses tout le temps. Sinon, ça ne va pas. Si on fait que du triste, ça ne marche pas. D'ailleurs, mon tout premier set, j'avais trop de chansons tristes. Ah ouais. Parce que les plus belles chansons sont tristes. C'est ça. Les plus belles chansons sont tristes, mais une fois que tu as fait le ton des cerises, tu as fait Je ne me quitte pas. Donc il faut remettre de la légèreté. Il faut remettre. Parce que la chanson, c'est ça aussi. Donc, pourquoi Boris Vian? Bah ouais, Boris Vian, j'en ai un de Boris Vian maintenant. Au début, j'en avais pas. Maintenant, je l'ai mis un. Je veux dire que je vais pas forcément y perdre dans la théâtralité à mort, parce que ça s'y prête pas forcément pour les anglophones. Ouais. Mais je vais à fond dans quoi c'est. Si c'est un peu comique, j'essaie de les faire rire. Si c'est émotion, j'essaie de les faire pleurer, etc. Donc ça, j'essaie d'accentuer tout ça, que ce soit bien tranché, quoi. Voilà. Et puis aussi, je donne beaucoup de contenu pour eux. Ouais. Je donne du contenu culturel, entre guillemets. En français? Non, en anglais. Non, en anglais. Forcément. Mais après, j'ai déjà fait pour des Français ce show. Je parle français. Mais je vais moins parce que les Français comprennent mieux, donc je passe plus vite. On est dans un bain de toute façon. Voilà, les gens connaissent Piaf, je ne vais pas raconter la vie de Piaf entièrement. Mais quand même, je dis des choses sur Piaf, mais quand c'est les Français, quand même aussi, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire quand même, que les gens n'auraient pas forcément capté. Mais voilà. Par contre, après, j'ai d'autres spectacles où j'ai construit un autre spectacle qui est vraiment plus pour les Français, où là, il est plus personnel et beaucoup plus théâtral. C'est là que je coupe plus les chansons. D'accord. Voilà, c'est pas un tour de chant. Et plus personnel dans quel sens? C'est à base de chansons, mais c'est pas un tour de chant. Tu parles de… Quand tu dis plus personnel, c'est dans quel sens? C'est parce qu'en filigrane, chaque chanson qui est là-dedans, elle a un lien avec moi. D'accord. Alors que l'autre, pas forcément. Si je fais du Charles Trenet, c'est magnifique. Musicalement,
c'est très beau, c'est la poésie, tout est beau. Mais c'est génial à faire. Et en plus, ce qui est très bien sur ma chanson, c'est qu'il y a des versions anglophones. Ah oui. Ah oui, Chartrenet, c'est les standards de jazz. Donc en ouais. fait, ils les connaissent en fait. Ça, c'est pas mal aussi. Génial. Parce que je les surprends. Voilà, il y a la moitié de mes chansons, c'est ça. Elles sont connues ça là-haut. Ça fait des ponts en fait. Tu fais des ponts avec. Ils écoutent le truc. Ouais. Mais c'est un show Broadway, ça. C'est quoi ce truc? Ça vient d'où ça? Non mais. Je dis c'est français à la base, mais ils savaient pas. Est-ce qu'il y a possibilité de voir des extraits? Ouais, des petits extraits, par-ci par-là, ouais. Il y en a sur mon Instagram. Ok. J'ai créé une chaîne YouTube parce qu'on me l'avait demandé, mais j'ai pas mis grand-chose dessus. Alors donne les références. C'est toujours Sylvain Ojo Cabaret. Ok. Que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Voilà, exactement. Et tu as des hommages à des hommes? En fait, je crois pas. Si, quand je fais mes shows sur l'histoire de la chanson, si. Parce que ce spectacle-là, ça rentre, ça sort. Des fois, je suis traînais, des fois, je ne fais pas traîner. Des fois, je suis chevalier, je ne suis pas en chevalier. Là, j'ai mis du Brel, avant, il n'y en avait pas. Mais pas des personnages, des protagonistes. Non, c'est pas des personnages. Non. Voilà, vers lesquels tu vas, qui te hantent ou qui ont besoin d'être. Non, j'en ai pas. En même temps, tu es déjà un homme, donc tu as non, mais j'aurais pu, mais moi, j'admire pas les hommes, je dois dire. En tant que moi, je me suis aperçu au fur et à mesure aussi. Je me suis aperçu que j'admirais les femmes et que, en fait, j'avais vraiment. Ça me fascinait, quoi. Mais au-delà de la fascination, c'est aussi une admiration. Et je trouve que les femmes sont tellement fortes, tellement, elles portent tellement de choses. C'est des combattantes, c'est des survivantes, c'est des héroïnes. Donc des fois c'est les victimes aussi, donc c'est aussi il faut montrer les victimes, il faut montrer les survivants, il faut montrer les victimes, il faut montrer les combattantes, il faut montrer la beauté aussi de la femme. C'est ta source d'inspiration. Ah mais complètement, ça m'a fasciné. Je me suis aperçu que dès enfant, je me suis aperçu de toute façon que je regardais les femmes autour de moi, que ce soit ma mère, ma tante, etc. Et je voyais à quel point, mais je me disais les pauvres quoi. Alors je ne le formulais pas comme ça, enfant, mais je sentais, je le voyais bien, c'était gros comme le nez mais la figure. Il y avait un machisme ambiant. Alors, je ne connais pas le mot patriarcat, je ne connaissais pas. Mais pour moi, c'était ça. Je me disais, mais ces pauvres femmes, elles sont complètement soumises. Elles n'existent pas, elles sont reléguées. Et je trouvais ça affreux, en fait. Et j'avais une empathie avec ça aussi. Moi, je savais que j'étais homo dès que j'étais petit. Donc homo, on subit aussi le machisme, en fait. Donc moi, je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Et du coup, j'avais cette empathie, en fait, envers les femmes. Ouais, c'est ça. Voilà, je voyais bien que c'était pas possible, quoi. Ce machisme, ça me faisait horreur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai aussi envie de porter ça, parce que pour moi, c'est le combat du siècle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Alors, on a fait beaucoup de progrès, heureusement. Même si maintenant, on a l'impression que... il y en a qui veulent vraiment retourner en arrière. Donc, raison pour continuer à apporter ça, quoi. Très bien. Qu'as-tu pensé de cet entretien? C'est super. T'as passé un bon moment? Oh là là, trop bien. Moi aussi. Merci. Je pense qu'on aurait pu faire 5 heures je pourrais apprendre de ta vie aussi. Commencer un peu. Ouais, très bien. Bon, je te dis au revoir. Merci, au revoir.